Renaissant en tant que noble avec une dette écrasante dans un immense empire spatial, Liam donne le doigt d'honneur à l'univers et jure de devenir le seigneur du mal ultime. Déterminé à utiliser ses pouvoirs pour la Villainy, il commence à semer le chaos en exploitant ses pouvoirs, mais peu importe à quel point ses actions sont maléfiques, elles finissent toujours par profiter à l'empire qu'il tente de détruire. La Villainy n'a jamais été aussi frustrante. Cette histoire commence avec Liam, un loser pathétique d'âge moyen qui mène une vie monotone. Avec sa femme et son enfant ingrat, qui ne savent que prendre, mais jamais rendre. Pourtant, en tant que mari et père responsable, Liam prend des jours de congé. Quand il le peut pour passer du temps avec sa famille. Il sacrifie ses propres rêves et passions pour sa fille, Kanami, et lui achète tout ce qu'elle désire, qu'il puisse se le permettre ou non. Un jour, le patron de Liam l'appelle dans son bureau et le gronde pour quelque chose qu'il n'a même pas fait, mais il supporte l'environnement toxique de son entreprise, son patron et ses collègues pour subvenir aux besoins de sa famille. Son amour pour eux est ce qui lui donne la force de continuer, mais tout s'effondre lorsqu'il croise sa femme, Mika, en train de déjeuner avec un homme inconnu et riant alors qu'elle est censée être avec leur fille, Kanami, au club de sport. Liam ne confronte pas Mika sur le moment et rentre chez lui. Plus tard, où il l'interroge sur sa journée au club de sport. Alors qu'elle et Kanami se portent toutes deux garants de l'autre, Liam oublie cela. Pensant qu'il ne devrait peut-être pas soupçonner sa femme, qui lui a été si fidèle. Il continue à travailler de manière agitée, mais le plus petit des doutes demeure dans son cœur, et ainsi se débarrasser de ce sentiment troublant. Il visite l'endroit où il a trouvé Mika avec un autre homme le lendemain et une fois. De plus la retrouve là, cette fois avec Kanami aussi. Il écoute en cachette sa conversation téléphonique avec un homme. Quand Kanami mentionne qu'ils sont là pour rencontrer son papa. Cela trouble Liam car Kanami ne désigne que lui comme son papa, alors il continue à les suivre jusqu'à ce que l'amant de Mika entre en scène, et que la mère et la fille agissent comme s'il était l'homme de la maison. Incapable d'accepter la réalité, Liam se convainc que Mika ne le trompe pas. Il continue de travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Il reçoit un appel de Mika, qui l'informe de la mauvaise nouvelle soudaine que Kanami a eu un accident, alors il se précipite à l'hôpital et apprend que sa fille est actuellement en train d'être opérée. Le médecin arrive, informant Liam et Mika que Kanami a un besoin urgent d'une transfusion sanguine, et comme par hasard, son groupe sanguin est O positif. Seul le groupe sanguin de Mika correspond à celui de Kanami, alors elle entre dans le bloc opératoire pendant que Liam devient de plus en plus méfiant à l'extérieur. Son groupe sanguin est AB positif, et scientifiquement, il est impossible qu'un père avec un groupe sanguin AB positif ait un enfant avec un groupe O. Cette révélation choquante fait comprendre à Liam que Kanami n'est pas son enfant. Et incapable de l'accepter, il confronte Mika après la récupération de Kanami, lui implorant de lui dire la vérité. Cependant, au lieu de se sentir coupable, Mika le manipule, en disant qu'il ne se soucie jamais de la famille et ne passe jamais de temps avec eux. Il essaie de faire valoir son point, disant qu'il travaille uniquement pour leur fournir de la nourriture et un toit. Mais Mika reste ferme sur sa position, affirmant que son travail n'est pas bon et qu'il n'est pas suffisant pour offrir à Kanami une éducation de qualité. Elle lui rappelle qu'il lui avait promis, avant leur mariage, qu'il la rendrait toujours heureuse. Mais il n'a pas tenu cette promesse depuis 10 ans. Selon elle, tout ce temps, elle s'est sentie comme une mère célibataire, car Liam n'a jamais été là pour eux, et c'est pourquoi elle ne considérer Liam comme faisant partie de sa famille n'est plus le cas. Honnêtement, tout ce gaslighting au lieu de répondre à la question de savoir qui est le père de Kanami ou si elle le trompe. De toute façon, Mika en a assez. Si elle reste ici plus longtemps, elle pourrait vraiment commencer à se sentir coupable. Alors elle se lève, décidant d'abandonner cette maison pour toujours. Avec Kanami et de rester avec son nouveau papa à la place. Liam supplie Mika d'être rationnelle et demande à Kanami de prendre son parti. Mais même le petit diable le trahit, en déclarant qu'elle préfère son autre papa à lui. Alors que sa famille se désintègre, la vie professionnelle de Liam prend aussi une tournure désastreuse. Son patron l'accuse d'avoir détourné l'argent de l'entreprise vers un compte bancaire non identifié. Ce qui lui fait réaliser qu'en se précipitant à l'hôpital il y a quelques jours, il a accidentellement laissé son ordinateur ouvert, et quelqu'un a peut-être transféré l'argent depuis son ordinateur. Mais n'ayant aucune preuve, Liam doit faire face à la punition et non seulement il se fait licencier mais est contraint de travailler comme ouvrier manuel pour rembourser les fonds perdus de l'entreprise. Mika utilise la mauvaise situation financière de Liam comme excuse pour demander le divorce.
Non seulement en obtenant la garde exclusive de Kanami, mais aussi en lui demandant une pension alimentaire. Ne sachant pas comment il va rembourser sa dette, Liam tente d'échapper à la réalité en regardant son anime de robot géant préféré avec un de ses vieux amis. Mais son cœur brisé ne lui permet pas non plus de faire cela. Il ne peut qu'espérer que les choses s'amélioreront s'il travaille dur et qu'il reverra sa fille, même si elle préfère l'autre papa. Il croit que toutes ses épreuves et sacrifices seront récompensés par Dieu. Mais Dieu a d'autres plans, car il le bénit avec une maladie qui commence lentement à le tuer de l'intérieur. Sans assurance et sans argent pour se faire soigner, Liam finit par abandonner lorsqu'une lumière aveuglante apparaît devant ses yeux, lui montrant que c'était en fait son propre patron qui a détourné l'argent de l'entreprise depuis son ordinateur. Et ce n'est pas tout, la personne avec qui Mika a une liaison est aussi son patron. La scène montre Mika et le patron de Liam célébrant la misère de Liam, ce qui les déchire. À l'intérieur, le faisant supplier les dieux de laisser ce cauchemar n'être qu'un mauvais rêve. À ce moment-là, une silhouette mystérieuse apparaît devant Liam, affirmant que tout ce qu'il a montré est la vérité. Liam crie de douleur, désirant se venger de ceux qui l'ont blessé, ce qui ne fait qu'augmenter le divertissement de la silhouette mystérieuse. La silhouette déclare qu'elle s'intéresse à Liam parce que Liam est un homme bon. Mais Liam ne se soucie plus d'être bon, car tout le monde l'a trahi pour avoir ce trait. Supposant que cette figure est une sorte de divinité, Liam lui demande de lui accorder une seconde vie où il pourra faire tout ce qu'il veut. Cette fois, il veut devenir le héros ultime, qui écrasera tout le monde. La mystérieuse divinité accepte et lui donne la possibilité de choisir parmi 5 mondes différents dans lesquels se réincarner. Parmi la fantaisie, le surnaturel, le drame historique, le Far West, l'ère jurassique, et enfin robots et vaisseaux spatiaux. Liam choisit le vaisseau spatial, car cela lui rappelle les jours passés avec ses vieux amis à discuter de ce type d'anime. La divinité accepte et dit à Liam que c'est un monde de science-fiction fantastique où la science et la magie coexistent et qu'il va être né dans la maison d'un conte qui règne sur une planète. Alors que Liam signe le contrat, la divinité envoie son âme vengeresse pour devenir le souverain des robots et le tyran spatial ultime. Alors que Liam ouvre les yeux, il se retrouve dans le corps d'un jeune enfant allongé sur la terrasse de ce qui ressemble à un manoir qui n'a pas été touché depuis des décennies. Juste comme la mystérieuse divinité l'avait dit auparavant, Liam se trouve maintenant sur une planète appelée Hydra, sous le règne de son père, le comte Banfield. Les domaines résidentiels sont entièrement entourés de végétation, y compris la maison de Liam lui-même, qui ressemble à une maison dystopique sur le thème de Noël, décorée comme un sapin. En entrant à l'intérieur, sa mère le surprend en lui souhaitant un joyeux 5e anniversaire. Grâce à une magie de transport, elle l'emmène dans une autre pièce pour lui montrer le gâteau royal. Prépare pour son anniversaire et lui donne son cadeau. Il ouvre la grande boîte cadeau, pour découvrir un petit appareil suspendu à l'intérieur. Que sa mère affirme être une fiche de commande pour un robot fabriqué par IA. Liam ne comprend pas grand-chose et appuie sur un bouton au hasard sur l'appareil, ce qui fait apparaître un écran de personnalisation du personnage. En résumé, il doit maintenant choisir l'apparence de la servante. Pendant qu'il parcourt le long processus de sélection, sa mère explique qu'après avoir choisi un modèle, il devra envoyer la fiche de commande au fabricant pour recevoir son robot unique fabriqué par IA. Elle mentionne avec désinvolture qu'il doit également choisir les parties intimes de la femme de ménage. Bien que cela soit extrêmement inapproprié, elle agit comme si c'était tout à fait normal. Le père de Liam entre également et, en cadeau d'anniversaire, fait de Liam le nouveau chef de famille avec la condition supplémentaire que les deux parents vivent le reste de leur vie sur la planète natale impériale. Il assure à Liam que ne pas les avoir autour lui donnera plus d'autonomie. Il mentionne également que Liam doit leur fournir une allocation mensuelle pour qu'ils puissent vivre en paix. Liam accepte toutes ces conditions, ce qui pousse son père à appeler le grand chambellan avec les papiers officiels, remettant la maison à son enfant de 5 ans. Liam ne remet rien en question et, tandis qu'il signe le contrat, son père mentionne une dernière chose. Dorénavant, c'est sa servante qui prendra soin de lui. Une fois cela réglé, ses deux parents s'enfuient comme s'ils venaient de se débarrasser d'un énorme fardeau. Un fardeau, laissant Liam se demander ce qui venait de se passer. Il a gagné pouvoir, influence et richesse, tous. Qu'un homme pourrait demander en un clin d'œil. Mais en même temps, il a l'impression d'avoir tout perdu aussi. Cependant, puisque Liam conserve tous les souvenirs de sa vie passée, il est un adulte à l'intérieur et n'a pas besoin de nouveaux parents pour le garder.
Son objectif maintenant est de devenir un seigneur maléfique et d'exploiter tout ce qui l'entoure. Il est reconnaissant envers la divinité de lui avoir accordé une seconde vie et le remercie de tout cœur. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la raison pour laquelle sa vie d'origine était en ruine est entièrement due à la même divinité, qui a manipulé à la fois sa femme Mika et son patron purement pour le divertissement. Alors que le spectacle de Liam touche à sa fin, la divinité décide qu'il est temps que Mika et le patron de Liam souffrent aussi. D'un simple claquement de doigts, le patron de Liam se fait arrêter par la police pour détournement de fonds de l'entreprise. Avec son départ, Mademoiselle chercheuse d'or perd son or, marquant le début de sa chute. Cela lance un autre spectacle divertissant pour la divinité maléfique. La divinité révèle qu'elle se nourrit du ressentiment, de la colère, de la haine et du désespoir, en gros de toutes les émotions négatives. C'est pourquoi il a envoyé Liam dans ce monde isekai, avide d'en obtenir plus de divertissement. Alors que la divinité ouvre une autre porte dimensionnelle pour partir après avoir envoyé l'âme de Liam loin, un chat divin entre furtivement dans la pièce. Avant de partir juste au moment où la porte est sur le point de se fermer. Je ne suis pas sûr de ce qui vient de se passer, mais le chat doit avoir une certaine importance dans l'histoire. De retour dans l'univers parallèle de Liam, une guerre spatiale a éclaté parce que Lincoln Chauve voulait montrer la puissance de feu de l'équipage de pirates de son chèvre. Ces robots méchants sont sur le point de surclasser les ennemis quand soudain, Christiana, la première princesse chevalier du Saint-Royaume de Lib, entre dans l'arène et découpe toutes les troupes ennemies comme si c'était du beurre. Elle évite l'assaut frontal avec aisance, et avec elle menant la charge. Il ne faut pas longtemps pour que la ligne de front ennemie soit complètement anéantie. Les pirates commencent à battre en retraite, réalisant qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Mais la princesse ne leur permet pas de s'échapper, car elle souhaite que chacun d'eux regrette d'avoir défié son royaume. Pendant ce temps, Liam reçoit son robot personnalisé créé par une IA, livré dans un grand paquet en forme de poupée. D'un simple toucher, le paquet se transforme en une femme de ménage au look générique qui se présente comme une Mogi. Sans perdre de temps, Liam commence immédiatement à toucher les melons de sa nouvelle femme de ménage, l'en qualifiant d'inspection approfondie des marchandises lorsqu'il est interrogé par son chambellan. Souhaitant poursuivre sa séance d'inspection en privé, il emmène une Mogi dans sa salle de jeu et ne fait absolument rien d'inhabituel. Faites-moi confiance là-dessus. Plus tard dans la nuit, Liam met une Mogi au travail, lui faisant tout faire pour lui. Préparer le thé, donner des massages et même le baigner. À ce rythme, il ne faudra pas longtemps avant que ce gamin en pleine forme ne devienne un oncle KFC. Le grand chambellan, toujours stressé par ce qui a pu se passer dans la salle de jeu plus tôt, regarde Liam avec une inquiétude croissante. Remarquant son malaise, Liam le rassure en lui disant qu'il n'y a rien à craindre malgré son corps de garçon de 5 ans. Son esprit est celui d'un adulte de 36 ans. En entendant cela, un Mogi le corrige, expliquant que dans cet empire, l'âge adulte est officiellement reconnu à 50 ans, bien que la plupart des gens ne considèrent pas eux-mêmes de véritables adultes jusqu'à ce qu'ils aient franchi le cap des 100 ans. Elle mentionne également que les humains ici vivent de 5 à 600 ans. Ce qui prend soudainement sens pour Liam, considérant combien ce monde privilégie la conservation de l'environnement. Tout autour d'eux est vert et bien préservé. Voyant Liam devenir un peu trop à l'aise avec l'IA, le grand chambellan intervient, lui avertissant que l'Empire méprise l'intelligence artificielle. Si un noble comme Liam est vu se rapprocher trop d'une poupée IA, des rumeurs vont se répandre. Curieux, Liam lui demande de développer. Alors le chambellan explique comment l'humanité a failli être anéantie par l'IA dans le passé. Liam, confus, demande s'il n'avait pas été programmé avec les 3 lois fondamentales de la robotique. Cependant, le chambellan le regarde d'un air vide, complètement ignorant de ce que Liam veut dire. À ce moment-là, Liam réalise exactement où les choses ont mal tourné dans ce monde. Le vieil homme continue son histoire, expliquant que pendant ces temps sombres, un groupe de braves guerriers a lutté contre l'IA rebelle et a miraculeusement gagné, finissant par fonder l'Empire. Cela soulève une grande question, si l'Empire méprise autant l'IA, pourquoi la mère de Liam lui offrirait-elle quelque chose qui pourrait causer des problèmes? Le grand chambellan hésite d'abord, mais comme Liam est maintenant le nouveau maître, il finit par dire la vérité dure. Les parents de Liam l'ont abandonné et ont fui, le laissant hériter des dettes énormes qui pèsent sur leur famille depuis des générations. Apparemment, l'arrière-grand-père de Liam était un sage, un souverain, mais il n'a pas su élever correctement son héritier. Cet héritier a tout dilapidé, et depuis, les dettes de la famille n'ont fait que s'accumuler. Le chambellan prédit que les choses ne feront que se dégrader pour cette
planète, et après avoir appris cette nouvelle information, Liam se demande comment il est censé devenir un seigneur maléfique alors qu'il ne possède ni richesse ni pouvoir. Pendant ce temps, quelque part dans un bar, des gens commencent à discuter de leur nouveau seigneur. Liam, se demandant si le peuple restera à jamais à la merci des nobles. La barmaid reste pleine d'espoir, croyant qu'un enfant de 5 ans ne pourrait pas être aussi maléfique que les seigneurs précédents. Cependant, les autres ne sont pas du tout d'accord, convaincus que ce pays est destiné à connaître une nouvelle ère de souffrance. En revenant à Liam, il ne comprend toujours pas pourquoi un simple enfant de 5 ans comme lui est accablé de telles lourdes responsabilités. Il commence à soupçonner que ses parents ne l'ont mis au monde que pour pouvoir lui transférer toutes leurs dettes. Le chambellan confirme que c'est vrai, ce qui amène Liam à se demander s'il est destiné à être utilisé, abusé et rejeté comme dans sa vie précédente. Puisqu'il semble que lui et Imagi soient tous deux des parias dans ce monde, Liam propose qu'ils unissent leurs forces pour survivre. Il prête un serment pour acquérir du pouvoir et montrer à tout le monde qui est le maître, une fois de plus, invitant Imagi à se tenir à ses côtés en tant que partenaire. Cependant, Imagi lui rappelle que son seul devoir est de le servir en tant que sa servante, et non en tant qu'égale. Elle est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour satisfaire ses besoins et lui dit de se sentir libre de lui donner des ordres comme bon lui semble, au cas où Imagi deviendrait incontrôlable. Liam établit sa propre version des 3 lois de la robotique, les appelant les 3 lois du robot domestique. Premièrement, elle ne peut pas nuire à son maître ni causer quoi que ce soit qui pourrait entraîner son préjudice. Deuxièmement, elle doit obéir à tous les ordres de son maître, sauf s'ils contredisent la première loi. Troisièmement, elle doit protéger sa propre existence tant que l'affaire ne contredit pas les lois précédentes. Ensuite, Liam se tourne vers Imagi pour demander conseil, croyant qu'en tant qu'IA, elle devrait avoir une vaste connaissance de l'administration et de la gouvernance. Elle suggère qu'ils utilisent une capsule éducative. Apparemment, en utilisant cette capsule, Liam peut installer 10 ans de connaissances dans son cerveau en seulement 6 mois tout en renforçant son corps. Aimant l'idée, Liam décide de se lancer et confie à Imagi le rôle de superviser son domaine, la mettant à la tête du territoire. Le grand chambellan s'oppose fermement à cette décision, mais il ne parvient pas à gagner un argument contre l'esprit combiné de Liam et elle. Intelligence avancée d'une IA avec tout réglé. Liam se prépare à entrer dans la capsule éducative. Avant de commencer le processus, il pose une dernière question à Imagi. Les IA dans ce monde ont-elles des émotions? Même ici, les IA peuvent imiter le comportement humain. Et juste pour le plaisir de l'anime, oui, elle en a. Avoir des émotions, laissant tout entre ses mains. Liam monte dans la capsule, pour entrer en cryo-sommeil pendant les 6 prochains mois. La mystérieuse divinité qui prétend être le guide est un être détaché qui se nourrit d'émotions négatives. Ayant déjà terminé avec Liam, sa femme et son amant, et maintenant à la recherche de sa prochaine cible, il repart vers la Terre, où il pose les yeux sur une jeune femme qui est dans une boutique de nouilles, sur le point de vivre le meilleur repas de sa vie. Mais lorsqu'elle ouvre précipitamment ses baguettes, elle se casse de manière inégale, ce qui en japonais, la culture est considérée comme un mauvais présage, et on croit qu'elle apporte la malchance ou même la mort. La raison pour laquelle les baguettes se sont cassées de façon inégale, c'est à cause du guide divin qui est en train d'aimer autant d'émotions négatives qui sont générées en elle à cause d'une si petite chose. Pendant ce temps, dans le monde de Liam, la servante d'Imagi attend son réveil devant sa capsule d'éducation. La capsule s'ouvre, et Liam se réveille. En découvrant qu'il a dormi pendant 2 ans et que son corps physique a grandi et a été renforcé par le programme de relèvement nocturne de la capsule. Comme cela n'a été que quelques secondes pour Liam, il aura besoin de temps pour s'habituer à son évolution, et Imagi lui suggère de suivre une réhabilitation. Ensuite, Liam se renseigne sur l'état de son territoire, Banfield. Et Imagi lui montre la situation économique actuelle du territoire. En tant que robot IA, elle a fait sa part avec fidélité et a gouverné Banfield correctement. Alors Liam la félicite. Mais il veut voir le développement de ses propres yeux. Alors, il part avec elle et devient très étonné d'apprendre qu'elle a créé un spatioport pour l'armée de Banfield. Non seulement cela, elle a aussi construit un quai flottant dans le ciel où des robots mobiles et des vaisseaux spatiaux peuvent être stationnés. Liam visite avec enthousiasme le quai flottant et est complètement émerveillé par la vue des chevaliers mobiles qu'il peut et qu'il montrera à l'avenir. Alors qu'il exprime son désir de piloter le robot, Imagi s'en charge pour lui enseignant les commandes de base, qui sont faciles à apprendre. La manœuvre dépend de la magie, et en gros, quel que soit le mouvement que Liam
Imagine, le robot bougera exactement comme il le souhaite. Liam descend alors soigneusement le chevalier mobile de sa station et se déplace avec aisance. Quelques instants plus tard, il s'ennuie et demande à Imagi s'il y a un moyen pour lui de s'entraîner au combat avec le robot. Elle organise cela rapidement, lui donne une épée et invoque le capitaine Mazitad. L'armée de Banfield pour être le partenaire d'entraînement de Liam. Liam, excité, passe à l'attaque et frappe le bouclier de Mazita de toutes ses forces, le faisant s'écraser au sol. Liam réalise que Mazita a délibérément abandonné et ne veut pas être traité comme un enfant par cet homme de l'armée. Liam lui fait comprendre qu'il doit prendre ce combat au sérieux, sinon il en subira les conséquences pour son manque de respect. Donc, prenant le duel au sérieux, Mazita se relève et se défend correctement, désarmant Liam. Une seconde et le plaquant contre le sol, mettant fin au match. Avec cette défaite, Liam se rend compte qu'il devra développer ses propres compétences en combat pour devenir un meilleur pilote. Il demande donc à son chambellan de lui trouver un instructeur qui lui apprendra à maîtriser le combat. Le chambellan pense que se battre n'est pas nécessaire pour un seigneur, mais Liam croit le contraire et ne souhaite plus être opprimé par les autres pour sa faiblesse. Il veut devenir le plus fort pour atteindre son objectif de devenir un seigneur maléfique et nomme Yasushi, un homme avec un katana, comme son sensei. Liam se présente à Yasushi, exprimant son désir de devenir le meilleur épéiste, ce qui pousse Yasushi à entamer un discours philosophique sur le fait que personne ne peut vraiment être appelé le meilleur. Amagi devient sceptique face à cet homme gênant, mais Liam lui dit de ne pas s'en faire et commence son entraînement avec Yasushi. Le maître épéiste montre d'abord une technique secrète qu'il appelle la voie de l'éclair. Saisissant la garde, il dégainait légèrement son épée avant de la glisser à nouveau au même endroit, et en un instant, toutes les bûches autour de lui se fendirent en deux. Liam pense d'abord que l'homme a dégainé son épée si vite qu'on ne pouvait même pas la voir. Alors, il demande à Amagi de faire jouer la vidéo au ralenti, qu'elle a enregistrée avec ses yeux, pour découvrir que l'homme n'a même pas dégainé son épée. Supposant que la caméra high-tech d'Amagi n'a pas pu capturer la technique de Yasushi, Liam devient encore plus intrigué et décide de devenir le disciple de Yasushi. Cependant, ce qu'il ignore, c'est que Yasushi est un escroc. Et les bûches avaient déjà été ouvertes par lui auparavant. La divinité guide observe tout cela depuis sa dimension. Peut-être est celui qui a envoyé Yasushi ici, et il attend avec impatience de voir ce que cela mènera à l'avenir. De l'autre côté, Christiana, la princesse chevalier, reçoit une proposition de paix de la part du gang de pirates ennemis. Elle se rend donc à la base ennemie avec sa flotte de combat, pour parler avec le commandant du gang de pirates, Goz. Cependant, Goz n'a en réalité jamais eu l'intention d'avoir la paix et l'a seulement amené ici pour pouvoir attaquer sa planète natale sans défense, Mysteria. Quelques instants plus tard, des milliers de vaisseaux pirates approchent de la planète de Christiana, franchissant la ligne de défense de son alliance, et Goz révèle que l'alliance s'est alliée avec lui, la trahissant parce que la plupart considèrent sa planète comme une menace. Alors que toute la flotte combinée de l'Alliance braque ses armes sur le vaisseau spatial de Christiana, Goz révèle qu'il lui a juste fallu un peu d'argent pour convaincre l'Alliance de trahir elle et lui fait réaliser que son règne touche à sa fin. Cependant, il lui promet de ne pas détruire sa planète s'il écoute ce qu'il lui dit de faire. 3 ans ont passé depuis que Liam a commencé à s'entraîner avec le escroc, et bien sûr, il n'a pas appris la technique du flash parce qu'elle n'existe pas. Il a maîtrisé les arts martiaux de base, mais il n'est pas du tout satisfait et veut apprendre des techniques spéciales qui pourraient l'aider à devenir un seigneur du mal tout-puissant. De retour chez Maître Usushi, il se vante de la facilité avec laquelle il a dupé Liam, qui continue d'être totalement ignorant du fait que il n'est rien d'autre qu'un clochard sans aucune compétence. Il est heureux de tout ce qu'il a obtenu et souhaite que cet argent facile continue d'arriver pour toujours. À ce moment-là, Liam revient pour poser quelques questions à son maître. Il supplie son maître de lui enseigner une technique compliquée, appelée la technique de la voie de l'éclair. En entendant cela, Maître Usushi le bannit de l'école en punition de son insistance continue à vouloir apprendre une technique avancée. Technique quand il n'a pas encore maîtrisé les bases. Immédiatement, Liam supplie son maître de lui pardonner son ignorance et admet qu'il est un idiot, ce qu'il est clairement. Il implore de ne pas être expulsé et le maître Usushi écoute élégamment sa demande puisque il ne voulait pas que sa source de revenus s'épuise. Après avoir été pardonné, Liam quitte précipitamment son maître seul. Remarquant qu'il est parti, le maître Usushi sort de son personnage élégant et reconnaît qu'il n'a absolument aucune idée
à propos de la technique que Liam lui a demandé d'enseigner. Juste à ce moment-là, Liam revient encore pour lui offrir un peu d'argent supplémentaire en guise d'excuse et le maître affamé accepte lorsque Liam finit par partir. Il est très excité à l'idée de l'argent supplémentaire qu'il va recevoir. Alors qu'il est enthousiaste, Liam revient encore pour l'informer qu'il ne sera pas disponible pour les cours le lendemain et Maître Sushi n'a aucun problème avec ça. Bien sûr, il n'aurait aucun problème avec son sac d'argent préféré qui ne vient pas à ses cours inutiles. De retour dans son palais, Liam prend une position élégante sur son trône tout en se lamentant sur le stress de l'apprentissage. À ce moment-là, imagine l'informe du rapport économique d'étiément, avec des dettes restant les mêmes. Cependant, puisque la production et les ventes augmentent, tout semble aller bien. Liam reconnaît le travail acharné de Liam et envisage de lui laisser plus souvent le gouvernement. Aussi heureuse qu'Amagi a été d'entendre cela, elle s'excuse pour avoir un taux de croissance faible par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Elle lui montre un rapport sur le programme d'aide sociale et se lamente sur le fait que les résultats soient en dessous des attentes. Liam trouve cela surprenant et souhaite savoir qui est responsable de cet échec. Peu après, un petit homme au visage étrange et peu attrayant arrive. Immédiatement, Liam lui demande de présenter ses excuses pour ses échecs. Au début, le petit homme est surpris, mais il se rappelle vite de sa dissimulation et manipulation des finances, ce qui montre un signe clair de détournement. En entendant cela, le petit se défend en affirmant que Liam est encore trop jeune pour comprendre ces choses. Il prétend que les dépenses sont nécessaires, mais Liam lui rappelle que c'est un mensonge. De plus, le petit insiste sur le fait qu'il a engendré ces dépenses pour faire fonctionner les choses. En l'entendant énoncer ces mensonges, Liam demande pourquoi il a choisi d'utiliser un fournisseur différent de celui qui avait été utilisé auparavant, mais il prétend que le nouveau fournisseur est meilleur. Arrête de faire le malin, mec. Après s'être lassé de ses mensonges, Liam lui rappelle ses autres pratiques de corruption, comme soudoyer des vendeurs. Pendant que ces accusations fusent, l'esprit de Liam s'emballe. Il envisage d'apprendre une ou deux choses de cet officier corrompu apparemment talentueux. Malheureusement, le gros n'est pas aussi talentueux que Liam le pensait. Imagine lui parle d'une affaire de détournement de fonds qui s'était produite plus tôt et impliquait un subordonné du petit. Bien qu'il affirme que c'était entièrement l'œuvre de son subordonné, comme l'affaire le disait, Liam et Amago croyaient qu'il avait seulement piégé son subordonné pour s'en sortir, surtout en considérant le fait que les fonds détournés n'ont jamais été récupérés. Quand Liam entend cela, il est en colère contre le petit gras pour avoir intentionnellement fait porter le chapeau à son subordonné afin de s'en sortir avec le détournement. Effrayé, le petit gros affirme que ce ne sont que des mensonges et supplie Liam de ne pas faire confiance à des poupées comme Amago puisqu'ils étaient les ennemis de l'humanité. Dans un accès de rage, Liam saisit son épée et s'avance lentement vers les gros, exigeant de savoir s'il aime glacer son subordonné. En voyant Liam s'approcher, le gros continue à dire des choses insignifiantes pour justifier ses actes, allant même jusqu'à affirmer que tout le monde fait cela puisque ça fait tourner les affaires. Malgré tous ces marmonnements, Liam dégaine son épée. À ce moment-là, le gros change d'attitude et informe Liam qu'il ne peut mener une vie luxueuse que grâce aux efforts de seigneurs comme lui. Cependant, avant qu'il ne puisse prononcer de tels propos diffamatoires, Liam lui tranche la vie. Il fulmine devant le seigneur sans vie, lui faisant comprendre que personne n'a le droit de toucher à son peuple ou à son argent, sauf lui. Avant que la situation ne dégénère, imagine le calme. Avant cela, il lui ordonne d'enquêter sur tous les fonctionnaires corrompus. Cependant, elle lui fait savoir que cela causerait plus de mal que de bien. En revanche, elle suggère qu'il prépare plutôt un grand nombre de poupées, prétendant que 30 poupées lui serviraient plus efficacement dans des domaines comme la gouvernance et d'autres unités subsidiaires pour s'assurer qu'il y ait du progrès dans le pays. En entendant cela, Liam accepte immédiatement. Bien qu'un Monji pense que les gens pourraient dire du mal de cette décision, Liam semble s'en moquer tant qu'il y aura du progrès. Cette nuit-là, la nouvelle commence à se répandre sur le fait que Liam a tué un fonctionnaire corrompu. Il parle aussi de la façon dont Liam entend porter l'éducation obligatoire de 3 à 6 ans, ce qui a fait que davantage d'ouvriers du bâtiment ont été affectés à la construction d'écoles. Il pense que Liam fait du bon travail, surtout compte tenu de son jeune âge de 10 ans. Pendant ce temps, Liam essaie enfin de contrôler les grands transformateurs comme des machines, car il a maintenant maîtrisé les arts martiaux. Malheureusement pour lui, son faux maître arrive juste à temps pour minimiser ses rêves de monter sur la machine en affirmant qu'il n'y a pas de sens à utiliser quelque chose que tout le monde peut utiliser.
Au lieu de cela, il demande à Liam de considérer le contrôle de quelque chose de plus puissant que personne d'autre ne peut manipuler. En entendant cela, Liam accepte immédiatement. Il se tourne vers le capitaine de la base pour avoir des idées et on lui parle de l'ancien modèle non automatique des machines. Le capitaine l'informe de l'existence d'une unité que son arrière-grand-père pilotait et Liam est tellement enthousiaste à l'idée de prendre la relève de la machine de son arrière-grand-père. Yasushi se rend dans un sanctuaire à la recherche de trésors, exprimant sa frustration, en déclarant à quel point il est agacé par le fait que Liam progresse en fait rapidement. Le rythme alors que tout le processus de formation est censé être douteux. Il sait qu'il ne peut pas tromper Liam trop longtemps et la seule option qu'il a pour continuer à exploiter cette vache à lait est de créer plus de tâches inutiles. Il appuie au hasard son bras contre le mur, ce qui déclenche un mécanisme secret, révélant un chevalier mobile qui semble venir de l'époque ancienne. Mais pour Yasushi, c'est exactement ce dont il a besoin. Pour faire rentrer l'argent en gardant Liam occupé. Pendant ce temps, la divinité maléfique connue sous le nom de Guide fait sa recherche habituelle de les émotions négatives et descend sur Terre où il trouve un gars facilement offensé et se fâche simplement parce que sa commande chez Starbucks n'est pas tout à fait parfaite. Le guide adore le goût des émotions négatives du gars, mais il veut quelque chose de plus, quelque chose de gourmet. De retour dans le monde de Liam, Yasushi a déjà ordonné à Liam de réparer le vieux chevalier mobile ancien nommé Avid pour son entraînement, et en conséquence Liam a pris des préparations. Liam s'entraîne à pratiquer la fausse technique ultime de son maître, l'éclair. Avec son majordome Brian à ses côtés. Brian, bien qu'heureux parce qu'Avid est l'unité de l'arrière-arrière-grand-père de Liam, s'oppose néanmoins car il croit que l'utilisation d'une unité aussi ancienne ne fera pas de bien à Liam. Cependant, Liam est certain que ses compétences de pilotage seront au plus haut niveau s'il parvient à maîtriser la plus vieille unité qui existe. Brian, toujours aussi curieux, dit à Liam d'arrêter d'essayer d'apprendre cette technique bidon, la qualifiant de pure perte de temps. Mais Liam est déterminé à s'améliorer s'il continue, mettant de son mieux et continue de s'entraîner. Amagi, en revanche, se rend à l'emplacement du chevalier mobile Avidé. Exprime son scepticisme à l'égard de Yasushi et de ses méthodes d'entraînement. Elle ne croit même pas que Yasushi soit un épéiste. Mais parce que Liam lui a ordonné de réparer Avid, elle n'a d'autre choix que de faire de son mieux pour redonner vie à ce tas de ferraille. Peu après, le lieutenant Nia Carlin, une ingénieure d'usine d'armement, arrive avec son équipe sur la planète de Liam pour réparer Avid. Liam la retrouve à l'aéroport pour lui souhaiter bonne chance, et pendant qu'il parle, Nia remarque Amagi et se demande pourquoi une poupée IA se tient juste à côté d'un conte. Liam se sent offensé en voyant la réaction de Nia et lui fait rapidement comprendre qu'il peut posséder une poupée IA et punira quiconque remettra en question sa façon de vivre. Cependant, il a mal interprété la réaction de Nia, car Nia est en réalité fan d'Android. Et devient complètement fan dès qu'il voit Amagi. Elle est impressionnée, pour le moins, en voyant les caractéristiques personnalisées d'Amagi, et commence à toucher partout comme un pervers. Elle frôle la ligne en soulevant la jupe d'Amagi, mais Liam l'en empêche. Juste à temps, lui disant de ne pas agir de manière inappropriée. Ensuite, il se dirige vers l'entrepôt où Avid est placé. Et au premier regard, Nia commente que cette machine est bonne pour la casse et suggère à Liam d'acheter une nouvelle unité plutôt que de gaspiller son argent à la réparer. Mais Liam ne veut pas des produits défectueux de son usine et lui fait clairement comprendre que le seul chevalier mobile qu'il montera sera Avid. Nia affirme que ce serait trop compliqué pour elle de réparer cette unité car ils n'ont pas ces pièces en stock. De plus, la taille de ce robot est bien plus grande que celle des modèles habituels. Et c'est pourquoi Nia pense que cela coûtera cher à Liam s'il veut redonner vie à cette épave métallique. Liam a tout l'argent dont il a besoin, et pour résoudre le problème des pièces manquantes, il a l'idée de remplacer les anciennes pièces par celles du dernier modèle, afin d'obtenir les meilleures performances d'Avid. Mais puisque Yasushi a strictement ordonné à Liam d'apprendre à piloter les chevaliers mobiles manuellement, il demande à Nia de garder les commandes en mode manuel et de supprimer toutes les fonctions d'assistance qu'il possède. Avant de partir, il demande aussi à Nia d'ajouter quelques mouvements spéciaux comme un coup de poing fusée, qui détache le poing du robot sur commande, le faisant voler comme une fusée vers son ennemi. À ce moment-là, Yasushi arrive à l'entrepôt pour voir les progrès réalisés sur la réparation d'Avid. Lorsqu'il pose les yeux sur Nia, il est incapable de les détourner, tombant amoureux au premier regard. Ce pervers trouve Nia si parfaite de toutes les manières inappropriées que son nez saigne. Il s'essuie rapidement le nez, redresse sa posture, et s'avance pour se présenter à Nia.
Mais elle est tellement occupée à parler à Liam qu'elle ignore complètement son existence. Yasushi continue d'essayer, se présentant et lui demandant audacieusement de sortir avec lui. Encore une fois, elle ignore Yasushi et continue de discuter avec Liam de pourquoi c'est impossible d'ajouter ces mouvements spéciaux ridicules à Avid. Pour convaincre Nya, Liam lui dit qu'il lui donnera autant d'argent qu'elle voudra pour le travail. Et Nya finit par accepter, car son plan initial dès le départ était de tirer le maximum d'argent de Liam. Yasushi devient très jaloux en voyant Liam et celle qu'il aime au premier regard parler ensemble comme dans une comédie romantique, et décide de punir Liam en le soumettant à encore plus d'entraînements stupides et horribles. Cette fois, il a une idée sournoise. Disant à Liam de s'entraîner les yeux bandés à partir de maintenant. Il place Liam sur une rivière en courant, debout sur une bûche glissante. Et pendant que Liam essaie de garder son équilibre, Yasushi commence à tirer des dizaines de balles de tennis. Avec son pistolet à balles de tennis fait sur mesure. Bien sûr, ce que ce type fait ici, c'est blesser Liam exprès pour lui avoir volé ça. Qui aurait pu être sa waifu, mais il masque cela en disant que ce nouvel entraînement fera de Liam un meilleur épéiste. Liam trouve ce régime d'entraînement très difficile, commentant à quel point son épée est lourde avec les poids attachés. Mais sous les instructions de son maître, il continue à s'entraîner, faisant de son mieux pour regarder à travers son œil intérieur pour esquiver les balles de tennis entrantes. De l'autre côté, le commandant pirate Goas se rend dans la prison de son navire de guerre, où il révèle qu'il a capturé de nombreuses femmes, y compris la princesse Christiana. Il n'explique à aucune d'elles ce qui se passe, mais dit à Christiana de sortir car ils sont arrivés à leur destination, l'île au trésor. Il s'approche de Christiana, révélant qu'il veut l'ajouter à ses trésors parce qu'il la trouve si belle que tout son corps tremble. Il traîne Christiana dans la salle d'expérimentation de son assistant de laboratoire et ouvre la porte de la chambre de ses anciens animaux de compagnie, révélant une femme défigurée qui a été profanée et transformée en monstre par ce pirate tordu. Goas la jette littéralement hors du navire et ensuite révèle son intention de faire de Christiana son nouvel animal de compagnie. Avec tout le temps du monde pour torturer son nouveau jouet, il demande à son assistant de laboratoire quelques suggestions et l'assistant propose qu'il s'attaque d'abord aux jambes de Christiana pour la rendre complètement infirme. Goas propose un plan encore plus diabolique pour lui crever les yeux et les implanter dans ses paumes. Christiana, terrifiée, regarde autour d'elle, trouvant de nombreux tubes à essai où des dizaines de femmes défigurées ont été stockées par Goas, ce qui signifie que, à moins qu'un héros ne vienne la sauver, elle est pratiquement morte. Quelques semaines passent et Nya termine la réparation d'Avid, ajoutant des tonnes de personnalisation selon les ordres de Liam également. Mais le travail n'est pas encore terminé. Nya emmène Liam à l'intérieur du cockpit d'Avid pour lui montrer comment faire fonctionner ce chevalier mobile. Bien sûr, pour cela, elle doit enlever son haut car sinon, comment pourrait-elle montrer à Liam les trésors sacrés qu'elle possède. Liam suit ses instructions tout en évitant le contact visuel et active le moteur. Le robot effectue un scan rapide de Liam, l'enregistrant comme son pilote, ce qui signifie que personne d'autre ne peut opérer cette unité à part Liam à partir de maintenant. Liam, excité, essaie de faire son premier pas en avant mais tombe immédiatement. Et Nya explique qu'Avid n'a pas de fonction d'assistance automatisée comme l'auto-équilibreur. Et c'est pourquoi, contrairement au nouveau modèle, Liam ne peut pas le déplacer avec un simple bouton d'avance. Mais selon Nya, il y a un avantage à cela. Si Liam parvient à maîtriser ce vieux morceau de ferraille, il pourra le déplacer comme il déplace son vrai corps. Se sentant motivé, Liam se lève et marche lentement en avant. Cette fois en équilibrant plutôt bien le chevalier mobile. Il sort l'unité de l'entrepôt lorsque Nya mentionne combien il est important de maintenir une image mentale forte pour contrôler ce robot. Pour l'aider à se concentrer, elle s'approche de lui et réajuste ses commandes quand c'est sans le touche accidentellement, provoquant chez Liam une image mentale totalement différente. Image, ce qui amène Avid à bouger ses mains comme s'il voulait ressentir quelque chose. Le geste de la main fait comprendre à Nya ce à quoi Liam pense, mais Liam affirme que ce n'est pas de sa faute. D'un autre côté, Yasushi suspecte que ce gars abuse de ses pouvoirs et fait des choses indicibles au lieutenant à l'intérieur du cockpit. Cependant, Brian a des larmes de joie en voyant enfin son maître s'intéresser à une vraie femme. Yasushi commence à maudire Liam et est si furieux que il fait subir à Liam un entraînement encore plus rigoureux. Les jours passent, et Liam ne parvient toujours pas à exécuter la technique secrète de son maître. Se demandant s'il lui manque du talent pour cela. Amagi pense que le vrai problème réside dans l'enseignement de Yasushi et dit à Liam à quel point
Elle a récemment douté de la crédibilité de Yasushi. Mais Liam, qui fait entièrement confiance à Yasushi, trouve une explication logique pour défendre la crédibilité de son maître, en disant que peut-être de la magie est impliquée dans la technique secrète de Yasushi. Liam comprend que c'est la magie qui coupe le bois, et non l'épée. Il canalise ses pouvoirs magiques dans son épée et la balance, avec l'intention de couper le bûche avec sa puissance magique. En pratiquant ce mouvement à plusieurs reprises pendant des mois, puis des années, il finit par apprendre une technique qui n'a en réalité jamais existé. Maintenant, en tant qu'adulte, Liam veut enfin montrer à Yasushi combien il a appris. En tranchant une bûche en bois à plusieurs mètres de distance. Juste en balançant son épée dans sa direction. Yasushi ne peut pas croire ce qu'il voit. Ses enseignements étaient censés être un tas de mensonges. Alors pourquoi Liam peut-il couper le bois? En réalité, il est terrifié par les pouvoirs de Liam mais garde son visage impassible, en lui disant qu'il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de maîtriser cette technique. Quelques semaines plus tard, Liam est dans l'espace à bord de son cuirassé avec Amagi lorsqu'il reçoit un rapport de l'un de ses subordonnés selon lequel Mukai, l'une des planètes plus petites, abandonnée dans le territoire de Liam et qui n'a été utilisée que comme une base pour produire de l'énergie, a été attaquée par une flotte de pirates. Les militaires stationnés à Mukai sont engagés dans un combat contre les chevaliers mobiles libérés par les pirates. Mais le subordonné de Liam ne pense pas que les militaires pourront tenir longtemps à cause de leur faible nombre. Amagi suggère qu'il tende une embuscade aux pirates depuis le point mort de Mukai en utilisant la gravité et tout ça. Et Liam, suivant son plan, ordonne à tous ses navires de capturer les pirates tandis qu'il va lui-même défendre les installations en première ligne. Brian, en entendant son commande, supplie Liam de ne pas risquer sa vie. Mais Liam n'est pas un lâche. De plus, il se considère comme un excellent épéiste, formé par le légendaire samouraï, et il veut que l'Empire voie les compétences qu'il possède désormais. Peu après, il monte dans son chevalier mobile avide et s'envole vers Mukai. Depuis l'angle mort de l'ennemi, il les attaque, tranchant un chevalier mobile après l'autre avant qu'il ne puisse même le repérer. En un rien de temps, il réduit le nombre de ses ennemis. Et pour obtenir quelques points de style, il utilise un mouvement spécial appelé fusil à faisceau pour lancer un rayon de plasma sur un pirate ennemi. Ce n'est qu'après cela qu'il utilise la technique secrète la voie de l'éclair, détruisant des dizaines de ses ennemis à distance, effrayant les pirates au point qu'ils commencent à se retirer vers leur navire. Liam lance son autre mouvement spécial, coup de fusée, qui est super efficace en soi. Mais Liam ne l'aime pas. Il appelle Nya à ce moment précis, en se plaignant qu'il voulait un point jetable. Pas un missile à main de frappe. Amagi interrompt leur conversation, informant Liam qu'ils ont seulement réussi à capturer moins de 10% des navires ennemis, car 30% ont été détruits et le reste a échappé. Liam considère cela comme une victoire et félicite Amagi pour son excellent travail en tant que vice-commandante. C'est tout pour cette vidéo. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous voulez la suite et n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit et vous pouvez toujours changer d'avis. Merci de regarder. Goz apprend de son laquais la victoire de Liam et n'arrive pas à croire que les choses se soient retournées contre eux. Il avait clairement sous-estimé les compétences de Liam, mais cela n'a pas d'importance. Il n'est pas prêt à abandonner tant qu'il n'a pas vu Liam à genoux, suppliant pour sa misérable vie. Cependant, ce qui déclenche encore plus son ego fragile, c'est le fait que sa flotte alliée a fui le champ de bataille après avoir été vaincue par Liam. Il ordonne donc à son sbire de lancer tous leurs navires pour détruire cette flotte. Qu'ils soient alliés ou non. Il veut en faire un exemple afin que personne n'ose jamais désobéir ou mépriser le pirate. Pour l'instant, il veut s'amuser avec son dernier jouet, la princesse Christiana, qu'il a déjà transformée en abomination, révélant que ses yeux sont désormais sur sa paume. Pendant ce temps, Liam retourne à son vaisseau amiral et exprime sa satisfaction à Amagi, déclarant qu'il a apprécié chaque instant de son combat contre les pirates. Amagi félicite son maître pour sa première bataille sans effort, le remerciant d'avoir défendu avec succès leur planète ressource. Liam est heureux d'avoir même pu capturer certains des vaisseaux pirates, qu'il peut maintenant revendiquer comme siens, car telle est la loi de cet empire. Liam a hâte de posséder tous les trésors qui se trouvent à l'intérieur de ces navires pirates, mais il est extrêmement déçu lorsqu'il apprend que la cargaison à l'intérieur ne contient pas de biens conventionnels comme de l'or. Amagi et Brian encouragent Liam à être enthousiaste, car les ressources à l'intérieur de la cargaison sont bien plus précieuses que de l'or, révélant qu'elle transportait un grand
Nombre de métaux rares comme l'oricalque, l'adamantium et le mithril. Apparemment, ces métaux sont utilisés pour fabriquer des armes, mais Liam, le Benet, veut des couronnes en or et des coffres pleins de diamants. Les clichés. Cependant, selon Amagi, dans cet univers, les diamants n'ont aucune valeur, puisqu'ils ne sont que des cristaux faits de l'élément le plus commun de l'univers. Le carbone. Amagi continue en affirmant que l'or n'a également aucune valeur en raison de sa faible tendance à l'ionisation. Je ne sais pas ce que Liam a appris après avoir passé des siècles dans cette maudite capsule éducative, mais de toute façon, il comprend enfin, tout en exprimant encore son amour pour de l'or, disant à Brian de lui en apporter afin que il puisse satisfaire sa cupidité liée aux besoins de sa vie passée. Brian promet à Liam qu'ils ont suffisamment d'or dans leur inventaire car il est utilisé comme matériau de superposition lors de la production d'appareils électroniques. En entendant cela, Liam ordonne à Brian de transformer le reste de l'or en pièces d'or, exprimant son désir et son rêve d'avoir sa chambre remplie de pièces d'or. Il a 30 ans maintenant, et en ajoutant l'âge de sa vie précédente. Il a maintenant plus de 60 ans, mais agit toujours comme un bébé. C'est juste fou. Mais peu importe, la volonté du Seigneur est la commande du serviteur. Même si Amagi lance un regard critique à Liam pendant une seconde, montrant à quel point elle est déçue par ce gamin gâté, pendant que Liam perd du temps a demandé à Brian de fabriquer des épées anciennes sophistiquées et inutiles avec les métaux les plus rares. Amagi l'interrompt, lui parlant d'un problème sérieux qu'ils ont rencontré lorsqu'ils ont envoyé leur armée. À l'aide d'une image holographique, elle montre à Liam le nombre actuel de cuirassés sur son territoire, qui s'élève à 10 000. Mais apparemment, moins de 3 000 fonctionnent correctement. Et seulement 2 000 sont disponibles pour des sorties d'urgence. Liam est surpris d'apprendre que son armée a vaincu les pirates avec seulement 2 000 cuirassés. Eh bien, c'était surtout Liam lui-même, utilisant son chevalier mobile, qui a repoussé les ennemis. Et il y a aussi le fait que les pirates les ont sous-estimés, pensant qu'ils étaient mauvais, ce qui a contribué à leur défaite. Liam donne aussi un peu de crédit à Amagi, disant que sa stratégie de bataille a aidé. Sérieusement, Liam se demande s'il ne devrait pas simplement se débarrasser des vieux navires inutiles, ce à quoi Amagi apporte son soutien. Mais Brian s'oppose immédiatement, affirmant qu'ils ne peuvent pas jeter 7 000 de leurs navires, car s'ils le font, les ennemis les sous-estimeront. Amagi et Brian se lancent dans une vive dispute à ce sujet. Mais finalement, sans surprise, Liam prend le parti d'Amagi, décidant de la suivre. Suggestion d'acheter des cuirassés d'occasion avec l'argent gagné en vendant les matériaux rares qu'il vient de saisir aux pirates. La seule raison pour laquelle il ne fait pas confiance au jugement de Brian, c'est que, en suivant les conseils de Brian, le dernier dirigeant de ce territoire, le père de Liam, a créé une montagne de dettes, qui repose désormais entièrement sur les épaules de Liam. Quelque part ailleurs, sur une autre planète, Nia assiste à une expo pour présenter aux investisseurs le tout nouveau cuirassé que son équipe de fabrication, la 7e usine d'armes, a développé. Mais le design et le choix des couleurs sont tellement, faute de meilleurs mots pour décrire ça, de la merde, que les investisseurs s'en fichent même si son cuirassé est nettement plus puissant que ceux fabriqués par d'autres usines. Après la présentation de Nia, Yulichia, l'ingénieur de la 3e usine d'armes, dévoile son cuirassé qui, pour être honnête, est 1000 fois plus beau comparé à celui de Nia. Il dispose d'un intérieur de première classe ainsi que de quartiers de luxe conçus spécialement pour les nobles. Alors, bien sûr, les investisseurs ont choisi à l'unanimité le cuirassé de Yulichia pour leur armée, laissant Nia complètement honteuse et humiliée d'avoir été surpassée par elle. Elle avait mis tout son cœur dans la performance du navire, et en conséquence, elle a perdu. Mais elle n'arrive toujours pas à accepter le fait que l'apparence compte. Ne voulant pas se faire crier dessus par son patron, elle décide d'exploiter Liam une fois de plus en le manipulant pour qu'il achète tous ses cuirassés, le traitant de parfait idiot. Le guide réapparaît, et comme toujours, il est à la recherche de quelques émotions négatives à dévorer. Il trouve un gars qui gâche sa vie, maudissant en jouant à Valo toute la journée. Après avoir récolté un peu de malveillance savoureuse chez lui, le guide se dirige vers l'univers de Liam, pour manger le gros poisson, supposant que les émotions négatives de Liam doivent avoir beaucoup accumulé au cours de ces dernières années. Mais lorsque le guide arrive sur la planète de Liam, il est absolument stupéfait de voir l'expansion du territoire de Liam, se demandant comment ce crétin a réussi à transformer une ville qui ressemblait à un endroit inexploré, ruine ancienne il y a quelques années en une ville moderne. Pourtant, le guide ne perd pas espoir pour l'instant, se remémorant l'escroc inutile qu'il avait envoyé sur le chemin de Liam des années auparavant.
Déguisé en maître d'épée, il s'accroche à l'espoir que Guy a contribué à faire de Liam un total perdant. Le guide est en colère, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne peut pas imaginer que les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Pendant ce temps, les citoyens commencent à dire du bien de leur seigneur. Ils entrent dans un bar où ils discutent de la façon dont Liam a réussi à capturer des pirates. Et même à obtenir plusieurs biens des pirates qu'il avait capturés. Il est en effet très différent de son père, et sa manière de gouverner leur convient parfaitement. Cependant, il y a quelqu'un dans ce même bar qui n'est pas enthousiaste à propos de Liam. Cette personne est Yasushi, un fraudeur jusqu'au bout des ongles. Il se plaint de son élève de toutes ses forces. Le serveur, voyant à quel point il a l'air frustré, essaie de lui demander ce qui ne va pas. Il révèle que, peu importe combien il s'assure que son élève ne comprendre l'escrime, le garçon continue à progresser. La femme ne comprend pas pourquoi il est en colère que son élève soit bon. Pour chaque enseignant, cela devrait être une bonne chose. Eh bien, pas pour un imposteur qui se dit enseignant. Il se plaint qu'à son meilleur, il n'est rien d'autre qu'un escrimeur de 3e classe. Peut être de 2e classe. Mais à sa grande surprise, Liam est en train de passer lentement à la 1re classe. Cela pourrait signifier 2 choses. Soit Liam l'a repéré et fait semblant, soit Liam ne l'a pas repéré. Mais le fera bientôt. Quoi qu'il en soit, cela signifie toujours la fin pour lui. Le guide entre pour voir les retours. Rien ne fonctionne selon ses plans non plus. Il avait envoyé à Liam un mauvais professeur, mais la vie de Liam est une ironie de ce qu'il veut. Alors qu'ils se lamentent tous les deux, Liam est chez lui à s'exercer avec son épée. Il coupe plusieurs arbres à la fois et il est excité. Il sait qu'il s'est amélioré, mais l'imbécile pense toujours que Yasushi est bien meilleur que lui. Il parle à Amagi pour savoir s'il a la même vitesse que Yasushi. Mais Amagi ne voit aucune différence. Sachant que les bonnes choses ne lui arrivent pas par hasard, il ne veut pas gâcher sa vie. Il pense à sa vie à nouveau. Il a été réincarné en fils de parents qui l'ont laissé avec des tonnes de dettes. Mais maintenant il est un bon épéiste. Il a commencé à rembourser certaines de ses dettes et les choses vont bien pour lui. Pour lui, tout cela est grâce au guide. Il apprécie le guide, mais sa gratitude ne lui apporte que beaucoup de chagrin. En tant que créature qui ne vit que de malheur, la gratitude est un poison pour lui. Il a envie de mourir et il cherche autour de lui quelqu'un dont il pourrait absorber l'énergie négative. Heureusement, l'énergie négative de Yasushi est disponible pour qu'il puisse en vivre. Ce n'est pas suffisant pour lui et il a vraiment besoin que Liam échoue. Il se console en se disant que le meilleur moment où une personne échoue, c'est quand elle est sur le point de réussir. Il attend donc que Liam soit presque réussi. Pour que le malheur qui lui arrivera soit plus grand. Au château, un magi vient informer Liam que l'armée impériale envisage de se débarrasser de ses vieilles armes. Puisqu'ils ont besoin d'armes d'occasion, il serait préférable d'acheter à l'armée impériale. L'offre semble intéressante pour Liam, mais elle a une condition. Une condition qui pourrait être la chute que le guide souhaite. La condition est qu'il doit prendre une partie des armées impériales aussi dans le cadre de l'échange. Obtenir des soldats stupides est mauvais pour lui, mais un magi conseille que ces soldats sont éduqués et qu'ils seront bons, donc il poursuit l'accord. Le guide regarde, espérant que les soldats se rebelleront contre lui quand ils arriveront, et ce sera sa plus grande chute. Croisons les doigts pour voir ce qui va se passer. Le lendemain, Yasushi se réveille avec une sévère gueule de bois. Il regrette d'avoir bu, mais il n'a pas assez de temps pour traiter son regret lorsque Nice vient lui rendre visite. Elle a ses propres raisons de venir. Elle veut en savoir plus sur Liam, afin de pouvoir lui présenter ses armes folles. D'un autre côté, Yasushi suppose qu'elle est venue le voir parce qu'elle l'aime bien et qu'il est séduisant. J'espère vraiment qu'ils se regardent dans le miroir. Leur conversation va de la déraison à la stupidité. Elle finit par lui demander quel pourrait être le fétiche de Liam. Qu'est-ce que cette chose qui, si elle l'a fait autour de Liam, même, s'il n'est pas intéressé par son arme, il achètera cette arme. Cependant, elle n'est pas directe avec lui. Il suppose qu'elle lui demande ce qu'il veut chez une femme. Il essaie d'éviter la conversation, pour ne pas lui révéler son fétiche. Mais elle est très insistante. Il suppose qu'elle l'aime beaucoup et ne comprend pas ce que cela signifie de ne pas être près de lui, alors il se confie. Il lui dit qu'il aime ses jupes courtes et révélatrices, qu'il aime les sous-vêtements flashy. Il aime voir des costumes moulants et même le type de bas qu'il adore. Pour elle, elle suppose qu'il lui parle de Liam, alors elle prend la suggestion. Et se prépare à voir Liam, toute glamour et éblouissante, avec ses jupes courtes et moulantes qui révèlent ce qu'il y a en dessous, et son costume serré avec les sous-vêtements flashy. Sa présence ne lui plaît même pas. Elle n'est même pas aussi belle qu'un chat ordinaire, alors pourquoi l'aimerait-il? Elle essaie de se débarrasser de tout ce qu'elle avait apporté avant même de faire son pitch, mais il lui ordonne d'aller directement à son argumentaire. Elle lui parle des armes, mais il refuse d'acheter.
Il venait justement de les acheter à l'armée impériale. Elle est en colère que la troisième arme soit toujours contre elle. Elle le supplie d'acheter au moins chez elle. Elle commence à tout secouer. Au lieu de s'enthousiasmer pour ce qu'elle secoue, il s'énerve. Il se souvient que dans sa vie précédente, sa femme portait aussi ce genre de sous-vêtements. Elle ne les portait pas la nuit pour lui, ce qui signifie qu'elle les portait probablement pour rencontrer l'homme avec qui elle le trompait. Son expression change. Elle suppose que c'est parce qu'il aime ça, mais non, ce qu'il voit est en réalité traumatisant, et il déteste cette vue. Bien que Nis vende de mauvaises armes, on ne peut nier sa persévérance. Puisqu'elle insiste pour qu'il achète, et ses regards l'irritent. Il décide d'acheter pour qu'elle puisse partir. Il demande à Amagi si l'on les fonds, et heureusement pour elle, Amagi conseille qu'ils ont l'argent, et que ce ne serait pas un gaspillage, donc ils devraient acheter. Elle est tellement excitée qu'elle tombe avec tout. Son corps exposé en se précipitant hors du château. En partant, elle appelle sa collègue de travail. Il se vante que Liam lui avait acheté parce qu'elle avait l'air si belle, et Liam ne pouvait même pas détacher ses yeux de son corps. Brian surprend cette conversation, furieux que son patron puisse tomber pour un simple corps. D'un autre côté, Yasushi l'entend aussi, et il est en colère. C'est lui qui a ce fétichisme, et il est furieux que ces fétiches étaient utilisés sur Liam, qui en a profité au lieu de lui. Ce Liam qui les préoccupe tous s'est allongé sur les jambes d'Amagi, savourant le plaisir royal qu'il désire vraiment. Quelle ironie. Peu après, Nia livre à Liam tous les 300 cuirassés qu'elle l'a forcé à commander chez elle. En même temps, les cuirassés que Liam a apportés de l'armée impériale arrivent également. Amagi reçoit un reçu de l'armée impériale par téléportation quantique. Et elle demande à Liam de signer le reçu en répétant le mot quantique plusieurs fois. Alors Liam place en plaisantant son pouce sur elle. Melon, affirmant que ce sera son empreinte quantique. Je l'ai eu. Quoi qu'il en soit, Yasushi se détend chez lui, se demandant comment il va se venger de Liam pour avoir enlevé Nia à lui à chaque fois. Il se souvient du complot de Nia, regrettant le fait que Nia ait gaspillé ses précieux trésors sur ce gamin obsédé par les poupées. Il ne peut qu'imaginer ce que Liam a pu faire à la pauvre innocente Nia et jure de faire payer Liam pour tout. Alors que sa colère monte, le guide révèle qu'il a observé et englouti toutes les émotions négatives de Yasushi. Le guide a hâte de voir où la colère de Nia va le mener et ne peut qu'espérer que cette colère conduira à la chute finale de Liam. Ainsi, le guide place sa confiance en cet escroc et part pour un autre royaume. À la recherche de plus d'émotions négatives, Nia emmène Liam sur le cuirassé qu'elle a construit pour le lui montrer. Liam ne s'attend à rien de luxueux ni de particulièrement élégant. Il n'attend rien du tout de cette femme incompétente. Mais l'intérieur le déçoit quand même. Nia explique que les intérieurs luxueux sont justes pour la décoration et n'ont aucune valeur réelle en temps de guerre. Mais Liam s'en moque. Il veut de la décoration. Nia ne peut pas changer la vie de Liam et elle n'ajoutera pas d'intérieur sophistiqué. Ils conviennent donc tous les deux de ne pas être d'accord et passent à autre chose. Au sujet du prochain thème, comment utiliser ce navire. Nia informe Liam des instructions pour piloter le navire, y compris la puissance à utiliser au départ et la fréquence à laquelle il doit changer le carburant. Elle essaie aussi de le convaincre d'acheter une carte de fidélité, en disant qu'il aura une réduction sur les frais d'entretien s'il le fait. Mais Liam n'en veut pas. Nia passe à autre chose et montre à Liam le trône de ce cuirassé, qui a encore un film protecteur dessus. Elle est impatiente d'arracher le film protecteur et continue de pousser pour conclure l'affaire, essayant de le séduire avec son corps et lui dit de simplement signer le reçu. Elle lui propose même de poser son empreinte digitale sur ses seins. Mais cela ne fait que décevoir Liam, laissant Nia se demander si ce type est gay ou quelque chose comme ça. Liam veut juste en finir, alors il accepte de signer le reçu. Mais Nia, toujours insatisfaite, demande un service à Liam. Elle veut les navires pirates que Liam a vus l'autre jour, mais Liam refuse, affirmant qu'il prévoit d'incorporer ces navires dans sa flotte. Nia continue d'insister comme une abeille gourmande. Alors Amagi intervient, suggérant qu'il donne à Nia quelques-uns des navires pirates et en échange, qu'elle modifie et répare le reste des navires pour eux. Liam adore l'idée, puisque tous les navires pirates sont en ruine complète. Et Nia accepte aussi, révélant que la seule raison pour laquelle elle veut mettre la main sur les navires pirates est parce qu'elle veut voir quel type de technologie utilisent les navires pirates. Apparemment, la technologie est inconnue et l'équipement provient de l'extérieur de l'Empire. C'est pourquoi Nia souhaite l'étudier et utiliser cette technologie sur ses propres modèles. Mais avant de conclure l'accord, Liam visite d'abord les navires pirates, accompagné d'Amagi et de Nia, en entrant dans l'un d'eux qui n'est pas en ruine totale.
Il peut immédiatement remarquer la différence de conception et d'interface. Le navire a littéralement un gouvernail comme celui d'un navire pirate classique, et Liam adore ça. Au point qu'il veut le mettre sur son propre cuirassé. Nia la normale entre dans une explication détaillée sur pourquoi c'est une mauvaise idée. Mais Liam la fait taire. Homme de culture, il précise que s'il le veut, il va l'avoir. Peu importe si c'est inutile ou pas. Nia ignore Liam et commence à explorer la pièce, s'extasiant à chaque fois qu'elle découvre quelque chose de nouveau. Pendant ce temps, Liam remarque un petit chien lumineux se dirigeant vers une autre pièce. Il le suit avec Amagi, et cela le mène finalement à une salle de navigation. Ces pas déclenchent un mécanisme au sol. Et cela affiche les trajectoires du vaisseau jusqu'à présent. Amagi analyse la trajectoire et réalise que ce vaisseau a ravagé tout l'Empire. Mais ce qui l'intéresse davantage, c'est que le vaisseau finit toujours par se retrouver à l'une des portes de distorsion dans la zone frontalière. Apparemment, cette zone est une zone de non-droit en dehors du contrôle de l'Empire et aussi se trouve être la ligne de front d'une zone de guerre entre l'Empire et un autre pays. Liam réalise que cette porte de distorsion doit mener à la cachette des pirates. Et une fois qu'Amagi analyse les coordonnées, elle découvre où se trouve la base secrète des pirates. Elle entre dans une explication scientifique sur la difficulté d'atteindre cette zone, expliquant à quel point son rayon orbital est anormal et combien il serait difficile de s'y rendre. Mais Liam ne se donne pas la peine de comprendre quoi que ce soit. Il est plus concentré sur ce que la cachette pourrait lui réserver. Il soupçonne que cet endroit est une île au trésor où les pirates se faufilent régulièrement pour y cacher leur plus grand trésor. Bien que Liam soit dans l'illusion, Amagi le laisse décider quoi faire de cette information. Et il déclare avec enthousiasme que leur flotte partira immédiatement à la chasse au trésor. Peu après, Goaz reçoit la nouvelle que Liam a lancé une attaque et a déjà vaincu certains de ses hommes en première ligne. Il fait venir ses subordonnés devant lui, décidant de les punir pour avoir terni le nom des pirates en étant vaincus par un déchet. Avant de s'occuper de ses perdants, Goaz ordonne à ses subalternes d'apporter la tête de Liam, envoyant tout le monde au champ de bataille et déployant tous ses navires. Liam, avec sa flotte, se dirige vers la porte de téléportation qui mène à la cachette des pirates. Mais ils ne sont pas autorisés à utiliser la porte car un péage apparent doit être payé à l'Empire. L'officier en charge de la porte de distorsion se connecte avec Liam, expliquant que puisque la porte couvre une énorme distance et que Liam a l'intention de faire passer 7000 vaisseaux, cela nécessitera beaucoup d'argent. Liam promet de payer plus tard une fois qu'il aura terminé. Mais l'officier ne fait pas confiance à sa crédibilité. Alors Liam demande à Amagi de lui trouver quelqu'un de crédible. Mais malheureusement, ils n'ont aucun contact. Liam explique à nouveau la situation à l'officier, lui disant qu'il a l'intention de prendre une bagarre avec les pirates, mais cela ne fait que rendre l'officier plus réticent à permettre cela, puisque Liam ne peut même pas garantir un retour en toute sécurité, sans parler du paiement dû. Liam n'a apporté aucun divertissement et il lui a fallu plusieurs jours pour venir ici, donc il ne peut pas simplement faire demi-tour. Alors Liam exige que l'officier le laisse parler à son responsable. Malheureusement pour lui, l'officier est la personne de plus haut rang ici. Alors Liam fait juste une scène et met fin à l'appel. Il a une idée et décide de rencontrer l'officier face à face pour négocier un accord. Pendant qu'il essaie de voir comment il peut les convaincre à la porte de Vrap de lui permettre d'entrer par la porte de Parmonia sans payer le droit d'entrée. Goaz et son vaisseau spatial arrivent à la porte de Parmonia. Il a tous ses contacts à cette porte et malgré le fait d'être le méchant dans cette situation, il n'a pas besoin de supplier qui que ce soit pour le laisser entrer. En effet, ceux qui ont l'argent dirigent le monde. Il appelle la porte de Vrap et la personne qu'il connaît là-bas l'accueille avec enthousiasme, lui demander où il va depuis la porte de Parmonia. Il révèle qu'il se rend à la porte de Domos. La porte de Domos ne mène nulle part. Tout le monde sait qu'il y a à peine quelque chose à gagner pour un méchant comme Goaz dans cette ville. L'homme demande ce qu'il veut faire dans un désert. Mais quelle est la raison de cet homme? Goaz partage mon avis à ce sujet. Il demande à l'homme ce qui le concerne et affirme que, puisqu'il a l'argent, il devrait pouvoir entrer sans problème. Il paye immédiatement. Pendant ce temps, Liam arrive à la porte d'entrée physiquement, espérant pouvoir utiliser ses talents de négociateur pour entrer. Il demande à entrer et l'homme lui dit qu'il n'y a aucun problème. Il est enthousiaste jusqu'à ce que l'homme l'interrompe en lui demandant ses frais d'entrée. Liam essaie d'abord de se vanter en disant qu'il est noble et qu'il peut leur fournir l'argent, mais l'agent n'est pas impressionné par ses faibles vantardises. Quand il voit que la vantardise ne fonctionne pas, il devient humble, suppliant, demandant à l'agent de bien vouloir le laisser entrer, mais l'agent s'en fiche. Il ajoute des mensonges à son drame en s'inclinant en larmes, disant qu'il veut voir sa mère malade et que le voyage est nécessaire.
Voir sa mère malade avec ce nombre énorme de navires. Sa mère doit avoir besoin de navires pour se rétablir. Voyant que ses mensonges ne fonctionnent pas, il se retourne et dit qu'il veut que sa mère voie ses flottes avant qu'elle ne meure. Eh bien, l'homme lui dit de revenir, de prendre l'argent et de revenir. Si en effet, sa mère est si importante. L'homme reçoit un appel concernant le passage de Goaz. Il part donc s'occuper d'autre chose. Liam est en colère que ses compétences de négociation ne fonctionnent plus. Il se promène dans l'endroit et voit à nouveau le chien. Il suit le chien. Dans la salle de montage, il voit le passage de Goaz. Sachant que le navire de Liam est aussi dans la salle d'attente. Il réalise que l'affrontement ne sera pas de tout repos. Ils étaient en tort puisqu'ils ont reçu un paiement d'un pirate sans savoir où il allait. Il décide donc de fermer les yeux. Tous les employés prennent une pause pour que, lorsque l'affrontement aura lieu, il semble qu'ils n'étaient pas présents après qu'ils aient tous quitté la pièce. Liam se retrouve là. Il voit que c'est une porte de verrouillage et qu'il y a un navire pirate autour de la porte de Parmonia. Il suppose que l'agent lui a donné le passage et a même dit à tout le monde de partir pour que personne ne sache qu'il lui a accordé le passage sans paiement. Regardant de nouveau l'écran, il voit les verrous se déplacer en sens opposé. Il suppose que c'était une erreur de la part de l'agent et s'assoit pour corriger. Cela perturbe le mouvement de Goaz mais puisque son voyage continue, il ne voit aucun problème. Soudain, Amagi appelle Liam pour qu'il revienne. Quand il revient, elle lui dit qu'ils ont reçu une lettre de crédibilité. Pas d'un noble, mais de Nia, puisqu'ils lui ont beaucoup acheté. Eh bien, un service rendu en vaut sûrement un autre. Il l'apprécie avec joie et commente que les officiers étaient prêts à céder pour eux. Mais maintenant qu'ils ont la lettre, il leur sera facile d'entrer. Il ordonne à Amagi de se lancer dans le trou de verre et elle obéit. Leur voyage vers la porte Parmonia commence et heureusement pour eux, Goaz et son peuple avaient quitté leur base, ils seront donc pris au dépourvu. D'un autre côté, Goaz devient impatient. Il est censé atteindre la porte de Domos en 30 minutes, mais le voyage dure depuis un moment et il n'y est toujours pas arrivé. Il demande à son cavalier, qui est aussi inquiet, mais il voit une porte devant eux et suppose que c'est leur destination. Comme ils ne savaient pas que Liam avait modifié le trou de verre, ils entrent par la porte. Lorsqu'il arrive, il voit du rouge partout. Plusieurs vaisseaux spatiaux sont là, prêts à décoller et à les combattre. Ils réalisent qu'ils sont dans une zone dangereuse car ils sont entrés dans la zone de l'armée impériale. Alors que c'est une catastrophe pour eux, c'est une chance pour Liam. Il arrive finalement à destination et tandis qu'Amagi veut vérifier leurs coordonnées, il n'en a pas besoin. Il peut voir plusieurs navires pirates et sait que c'est l'île au trésor qu'il cherchait. Amagi regarde plus loin et voit qu'aucun des vaisseaux n'est activé, ce qui signifie qu'ils ne sont pas prêts pour la guerre et qu'ils ne sont pas préparés. Liam décide de profiter de cette occasion pour les attaquer à leur insu. Il dit à Amagi de lancer les navires. Elle libère l'autre vaisseau pour attaquer, pendant qu'il monte dans son propre vaisseau nommé Avid. En quelques secondes, il lance plusieurs attaques contre l'île. Il utilise son coup de poing fusée pour détruire tous leurs vaisseaux et avec sa dévastation avide. Il les écrase. Tout cela se passe sans que Goaz sache ce qui arrive à son île. En fait, il n'est même pas sûr de ce qu'il traverse sur l'île de l'armée impériale où il se trouve. Liam met le vaisseau en feu. Amagi vient lui annoncer que tous les vaisseaux ont été incendiés. Mais cela ne lui suffit pas. Il est là pour les trésors de l'île et c'est ce qu'il va prendre. Il dit à Amagi de libérer les chevaliers mobiles. Elle obéit et tous les chevaliers mobiles visent l'île rocheuse devant eux. Il regarde depuis son navire, excité à l'idée de chasser des trésors. J'espère qu'il trouvera de l'or, car l'or est son trésor préféré. On ne sait pas comment Goaz réagira à ce coup, mais je peux vous assurer que des moments passionnants nous attendent. Abonnez-vous ici pour voir la suite. Nous revenons dans le temps lorsque Christiana était de retour dans sa patrie et rencontrait sa père, sa majesté, son frère le prince Ricard, et sa sœur Juan, à qui elle avait promis qu'elle rentrerait saine et sauve. Mais ensuite, il y a eu une explosion soudaine à l'extérieur, causée par les pirates. Apparemment, l'Alliance avait trahi la famille de Christiana et permis aux pirates d'envahir sa planète. Et en conséquence, le royaume a été réduit en miettes et Christiana a été faite captive par Goaz. Il a alors été révélé que Goaz avait capturé de nombreuses autres femmes, mais Christiana pensait que son destin serait différent puisqu'elle était une princesse chevalier. Elle a même osé humilier et se moquer de Goaz sur son propre territoire, ce qui s'est révélé être son plus grand erreur, car Goaz a souillé l'une de ses captives devant elle avec l'aide de son assistant scientifique fou, qui a transformé la pauvre fille en un monstre.
Peu de temps après, Christiana a pu voir elle. Abomination créée à cause de son erreur. Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre que Goaz transformait les belles femmes en hideuses. Des créatures uniquement pour le divertissement et qu'il n'y avait pas d'autre explication. Elle ne pouvait donc qu'espérer qu'un jour un héros viendrait la sauver avant qu'elle ne soit elle aussi transformée en monstre. Mais ce n'est pas ce genre d'histoire. Et Christiana a fini par être torturée, tout son corps déchiré de bas en haut alors qu'elle perdait tout son esprit combatif. Goaz exprimait à quel point il prenait plaisir à briser quelqu'un d'aussi déterminé qu'elle. Quoi qu'il en soit, il déclara à quel point il détestait ses yeux tristes et pleins de larmes et ordonna à son lui arracher pour l'implanter dans la paume de ses mains. Il expliqua qu'ainsi elle pourrait avoir un bon aperçu de sa future horreur sans même avoir besoin d'un miroir. Pendant que les scientifiques commençaient à opérer Christiana, Goaz se tourna vers les filles derrière lui, en leur disant de regarder attentivement car leur tour approchait aussi. Christiana supplia Goaz de faire preuve de pitié, mais il se contenta de rire, et de la regarder se transformer en un monstre vert, visqueux. Revenant au présent, le scientifique l'a enfermée dans une capsule de verre, où elle supplie sans cesse qu'on lui prenne la vie. Le scientifique s'approche d'elle et lui dit qu'elle ne va pas mourir tout de suite. Car le capitaine Goaz n'a pas fini de jouer avec elle. À ce moment-là, plusieurs explosions se font entendre dehors, causées par l'armée de Liam. C'est une attaque surprise, qui a déjà coulé tous les navires de défense de cette île. Le scientifique doit prendre le commandement parce que le capitaine Goaz est absent, mais il n'est pas doué pour diriger. Et saisissant cette opportunité, Liam, dans son chevalier mécha, tranche à travers tous les chevaliers mobiles ennemis. Après s'être assuré qu'il ne reste plus d'ennemis, Liam ordonne une recherche totale des trésors des pirates et dit également à son équipage de trouver des survivants. En cherchant les trésors, Liam revoit le chien lumineux et le suit jusqu'au laboratoire où il capture le scientifique. Il demande au scientifique des informations sur les trésors et le scientifique lui parle des animaux de compagnie de Goaz, qui est le plus grand trésor ici. Ne sachant pas ce que c'est, Liam se rend sur place avec le scientifique ou tous. Les animaux de compagnie de Goaz sont enfermés et est attiré par la fille verte et gélatineuse, Christiana. Le scientifique revendique fièrement Christiana comme l'une de ses plus grandes créations et ses remarques visqueuses font que Liam a l'impression de parler au patron de sa vie antérieure. Le salaud maléfique qui a fait de sa vie un enfer. Maintenant, ayant suffisamment de pouvoir, Liam ne perd pas de temps et tire sur ce drogué droit dans la tête avant de se tourner à nouveau vers Christiana. Apprenant qui est Liam, Christiana lui demande de la sauver ainsi que toutes les personnes retenues. Ici et Liam accepte sans hésiter, lui demandant de lui rendre l'appareil à l'avenir. Il s'éloigne ensuite, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que ce que Christiana voulait dire par sauver, c'était qu'il devait tous les tuer ici parce que personne n'avait plus la volonté de vivre ainsi. Le subordonné de Liam le confronte à ce sujet et Liam explique qu'il n'est pas un idiot et qu'il prévoit en fait de régénérer tous les corps des captifs depuis le début en utilisant un élixir très coûteux qui pourrait replonger son territoire dans la dette. Ce n'est pas vraiment ce qu'un seigneur maléfique devrait faire, mais Liam ne veut pas abandonner les gens qui traversent une période pire que celle qu'il a connue dans sa vie passée. Et c'est pourquoi il va jusqu'à faire cela pour les sauver. Peu après, Liam retourne sur sa planète où la vorace Beach Nia revient. Après avoir appris que Liam a conquis la base d'un pirate de l'espace. Elle veut donc qu'il achète certains de ses vaisseaux de guerre pour célébrer, ce qui n'a littéralement aucun sens. Liam sait qu'elle est simplement là pour l'extorquer, mais puisque ses vaisseaux l'ont aidé à conquérir l'île au trésor, il décide de céder. Mais quand elle commence à montrer ses melons, il est dégoûté et refuse d'en acheter du tout, ce qui lui fait réaliser qu'il s'est lassé de son corps. Elle entame un monologue déprimant sur le fait qu'il l'a utilisé tout ce temps. Alors que c'est elle qui l'a constamment utilisé et qu'il en a assez d'elle. Et veut s'en débarrasser, Liam demande à Amagi des nouvelles des fonds. Amagi fait quelques calculs et dit à Liam que le butin qu'ils ont obtenu de l'île au trésor peut servir à acheter 5000 navires de Nia. Mais avant que Liam puisse dire ce qu'il veut, Nia le prend pour un oui et s'enfuit littéralement. En rentrant, elle pleure à ses subordonnés lors d'un appel vidéo sur la façon dont elle a déchiré sa dignité pour obtenir la commande. Le maître de Liam, Yasushi, l'entend parler et, supposant qu'elle a de nouveau vendu son corps à Liam, ce qu'elle n'a jamais réellement fait, il entre dans une rage folle. Le guide, qui vient d'arriver ici, se régale des émotions négatives de Yasushi. Liam sort à la recherche de Nia, voulant annuler la commande qu'il n'a jamais placée, lorsqu'il croise Yasushi, qui l'emmène sur le terrain d'entraînement, souhaitant le punir, en affirmant que ce n'est qu'un entraînement. Yasushi bande les yeux de Liam et lance une salve
d'attaques de drones à pleine puissance contre lui. Mais cela se retourne contre lui, car Liam, dans ce moment désespéré, apprend la magie défensive et détruit tous les drones en utilisant un bouclier magique. Yasushi reste sans voix. Il abandonne et s'éloigne, disant qu'il n'a plus rien à lui apprendre et l'empêcher de mourir pour plus d'entraînement. Il donne à Liam le titre de maître certifié. Avec ce nouveau titre sans aucune importance, Liam est enfin satisfait et il remercie le guide du fond du cœur de l'avoir amené dans ce beau monde. Sans savoir que ses émotions positives allaient agacer le guide. Quelques jours passent et Liam redevient insatisfait de sa vie. Il se plaint à la fois à Brian et à Amagi de comment lui, en tant que plus grand seigneur du mal dans ce monde, veut faire payer tout le monde à cause de l'injustice de sa vie passée. Et Amagi, ne comprenant pas son ambition, convient qu'il devrait payer tout le monde. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il devrait payer ses dettes. Mais Liam balaye cela d'un revers de main, disant qu'il le fera plus tard. Pour l'instant, il veut profiter de sa vie en tant que seigneur maléfique. Et pour cela, il a besoin de pouvoir, d'argent, et surtout, d'un harem plein de femmes séduisantes. Il a déjà du pouvoir parce qu'il est un maître épéiste certifié et compétent. Alors il veut avoir de l'argent ensuite. C'est alors que le marchand Thomas lui rend visite pour le féliciter d'avoir vaincu les pirates. En cadeau, Thomas a apporté l'or préféré de Liam, et en grande quantité. Liam est heureux, mais il sait qu'il y a un piège. Alors il demande à Thomas ce qu'il veut. Et Thomas explique que son équipage de marchands doit traverser un territoire dangereux. Et espère qu'il pourra utiliser la flotte de Liam. 100 navires pour être exact, comme escorte. Liam se tourne vers Amagi et, après avoir confirmé qu'ils ont suffisamment de navires prêts, il accepte de prêter quelques-uns à Thomas. Mais il lui rappelle subtilement que la prochaine fois qu'il revient, il doit donner plus d'or à Liam. Après avoir rencontré Liam, Thomas, avec son assistant, traverse une grande ville sur le territoire de Banfield en voiture. Thomas s'exclame combien cet endroit est prospère et avancé, en seulement quelques années. Et cela n'a apparemment été possible que parce que Liam a utilisé la majeure partie des revenus fiscaux pour développer le territoire. Thomas complimente Liam, en le qualifiant de sage dirigeant. Mais la seule chose qui le dérange, c'est l'obsession de Liam pour l'or. En tout cas, puisque l'or est bon marché, Thomas s'en fiche. Et espère que tout continuera à bien se passer pour les deux parties. De retour au manoir de Liam, Liam donne à Amagi ses nouvelles barres d'or, lui demandant de les transformer en pièces d'or, bains d'or, et de remplir ses bains d'or. Il s'assoit ensuite sur son trône et se réjouit d'avoir enfin accepté un pot de vin et fait ce qu'un seigneur maléfique est censé faire, avec suffisamment d'or dans son arsenal. Il n'a pas besoin de se soucier de l'argent, donc, la dernière chose dont il a besoin pour profiter de la vie, ce sont les femmes. Alors il décide de se faire un harem et de transformer une immense salle pour qu'elle convienne à un harem. Son majordome, Brian, ne se donne plus la peine de remettre en question ses décisions et suit le courant, sachant très bien qu'il prépare encore quelque chose de vraiment bizarre. Quoi qu'il en soit, Liam partage son plan de faire une piscine ici et de la remplir de vin, de suspendre de la viande, d'avoir des fruits partout, et évidemment, aligner de belles femmes dans chaque coin. Amagi intervient, mais avant qu'elle ne puisse lui dire à quel point son plan est extravagant, Liam lui fait comprendre que ses souhaits sont absolus. Mais ce n'est pas ce que Amagi allait dire. Elle précise qu'elle ne lui en veut pas si Liam dépense une grosse somme d'argent pour décorer une pièce inutile. Mais ce qui la dérange, c'est son idée de remplir une piscine d'alcool, ce qui semble dangereux car la pièce pourrait s'imprégner des vapeurs d'alcool. En apprenant qu'il y a un risque d'allumage ou d'explosion, Liam se demande s'il ne devrait pas reconsidérer. Amagi continue, lui disant que boire de l'alcool de piscine est dégoûtant. Et avant que Liam ne puisse répliquer, elle entre dans une explication plus geek, lui faisant enfin comprendre pourquoi son plan est mauvais. Brian parle enfin aussi, expliquant pourquoi Liam ne peut pas suspendre de la viande. Et après une longue leçon, Liam réalise enfin à quel point son plan est stupide et douteux. Quoi qu'il en soit, il veut toujours avoir un harem. Et lorsqu'Amagi et Brian acceptent étonnamment de lui laisser avoir des femmes à volonté, il peut s'amuser avec elles, Liam est surpris. Il semble avoir oublié à quel point il détient du pouvoir et de l'autorité, et la plupart des personnes de son rang ont toutes leur propre harem. Il est donc juste que Liam en ait un aussi pour lui. Brian reprend une longue explication sur la façon dont il pensait que Liam n'avait pas d'intérêt pour les femmes et était pathétiquement attiré uniquement par des poupées IA, et comment l'idée que Liam n'ait pas d'héritier le rendait tellement anxieux. Le vieil homme commence littéralement à mettre la pression sur Liam pour qu'il ait un héritier dès que possible, avant qu'il ne se fasse tuer par un pirate ou autre. Mais Liam l'ignore et se concentre sur la construction d'un harem, décidant d'y avoir 100 femmes. Cependant, lorsqu'il découvre que 100 femmes dans ce monde est seulement une maigre quantité, il
cherche le soutien d'Amagi qui croit que Liam devrait avoir au moins 1000 femmes. Liam devient nerveux et décide d'annuler. Tout en choisissant uniquement Amagi comme partenaire. Mais après suffisamment de persuasion de la part de Brian, il accepte et précise qu'il ne sélectionnera que des femmes qui ne veulent pas être avec lui, puisque c'est ce que les méchants sont censés faire. Avec cet objectif, il se dirige vers la ville et approche sa première victime qui, à sa vue, tombe sous son charme. Il devient confus et encore plus dégoûté lorsque la fille arbore un ballon en forme de nez, un accessoire qui est à la mode actuellement. Liam retourne rapidement à son manoir et ordonne une interdiction immédiate de cet article, le qualifiant de véritable repoussoir. Après avoir visité la plage, il trouve des femmes entièrement couvertes et réalise qu'il doit changer le sens de la mode sur cette planète. Il ajoute donc un sous-objectif pour développer la mode et ordonne à Amagi de rassembler immédiatement de bons stylistes. Mais selon Amagi, changer la mode à lui seul suffirait à dépasser leur budget annuel. Liam remet donc cela à plus tard et choisit une alternative. Il prévoit d'amener de belles femmes d'autres planètes ici. Amagi objecte en disant à Liam que son manoir a déjà les plus belles femmes de ce territoire comme servantes. Il n'a donc pas besoin d'en ramener d'autres. Mais Liam ne veut pas s'approcher d'elle puisque le but est de trouver des femmes qui ne s'intéressent pas à lui. Amagi suppose que Liam est simplement attiré par les hommes et trop timide pour l'admettre. Mais ce n'est pas le cas et, voulant lui prouver qu'elle a tort, il se demande ce qu'il doit faire. D'autre part, Christiana, avec l'aide de la technologie médicale de ce monde, est de retour dans son corps d'origine. Elle pense que c'est un rêve, mais elle ne veut pas que ça se termine. Jamais. En apprenant du médecin que Liam a payé pour l'élixir, un médicament miracle qui a été utilisé sur elle et toutes les autres captives pour la régénération du corps. Elle est submergée. En tout cas, elle se souvient des mots de Liam. Elle devra un jour rendre l'appareil et se demande si elle pourra un jour rencontrer son sauveur et rembourser ses dettes. Les villageois se réunissent à nouveau au bar pour parler de ce qu'ils traversent. Et tout ce qu'ils ont à dire sur Liam n'est que de bonnes nouvelles. De la façon dont il a combattu les pirates et obtenu de nouveaux navires pirates qu'ils ont utilisés pour développer la ville et maintenant tout le monde a du travail à faire et ils ont tant de travail qu'ils n'ont plus de temps libre. La ville prospère. Les gens sont heureux. C'est en effet un bon seigneur. Le guide est assis là, en colère. Il s'attendait à ce que Liam gouverne une ville sans héritage ni argent. Il serait pauvre et infligerait de la douleur à son peuple. Ainsi, il ne recevrait pas seulement son malheur de la part de Liam, mais aussi du peuple. Il part vers une autre destination, espérant les voir se plaindre. Il va voir le capitaine qui avait été banni de l'armée impériale pour rejoindre l'équipe de Liam. Au lieu d'être en colère contre eux-mêmes et contre Liam, ils ne sont pas en colère. Ils commentent qu'ils apprécient leur travail avec Liam, même plus qu'ils n'appréciaient travailler dans l'armée impériale. Avec Liam, ils ont l'impression d'être libres. Ils ont le libre arbitre. Ils admettent qu'il est en effet le meilleur seigneur et, malgré son jeune âge, il est compétent. Lorsque le guide entend cela à nouveau, la tristesse emplit son cœur. Il les avait amenés là en espérant qu'ils seraient en colère et infiltrés et qu'ils se rebelleraient donc contre Liam. Au lieu de cela, ils jurent leur loyauté envers lui. Quelle absurdité! D'un autre côté, Yasushi s'est finalement enfui vers un endroit plus éloigné de Liam, en espérant que Liam ne le chercherait pas et qu'il n'aurait aucun problème. Il craint encore que Liam ne réalise un jour ce qu'il a fait et le punisse. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, il écoute les nouvelles et voit que Liam est apprécié pour avoir combattu le pirate et gagné. Lorsque Liam fait son discours, il dit qu'il ne peut attribuer sa force qu'à son enseignant, Yasushi, qui lui a appris la voie de la chair. Lorsque Yasushi entend cela, une vague de peur le submerge à nouveau. Il s'inquiète que Liam puisse le retrouver plus tard. Le guide arrive aussi et voit que Yasushi est apprécié. Quand il a envoyé Yasushi à Liam, c'était avec l'intention que Yasushi serait un fraude et Liam ne pourrait rien apprendre. Il est donc très déçu. Finalement, Go s'échappe pour retourner auprès de ses pirates, après une grande guerre contre l'armée impériale. Il se demande comment les choses ont pu en arriver là pour lui. Heureusement pour lui, il demande des nouvelles de ses navires. Et il est content que certains soient encore en bon état. Il demande ce qui s'est passé chez les Domo et comment ils se sont retrouvés dans l'armée impériale au lieu de Banfield. Il suppose qu'il a été trahi au Domo et prévoit de se venger. Cependant, le guide arrive là-bas. Enfin, il a vu quelqu'un qu'il pourrait convaincre contre Liam. Il lui rappelle que c'est Liam qui a détruit son pirate. Et si quelqu'un doit se battre, ce devrait être Liam. Go prend ce conseil et prévoit qu'après avoir réparé ses navires, il se dressera contre Liam.
L'innocent Liam est chez lui, profitant de la présence de ses servantes. De lui préparer des repas à lui éventer sa nourriture avant qu'il ne la mange. Mais il n'est pas satisfait. Il ressent encore que pour être un seigneur maléfique, il doit être plus maléfique qu'il ne l'est actuellement. Amagi voit son mécontentement et lui demande ce qu'il désire de plus. Elle lui propose différentes suggestions pour le satisfaire. Mais il rejette toutes ses propositions. Quand elle parle de s'il veut plus de femmes, il lui demande si cela lui conviendrait. Elle lui rappelle qu'elle est un robot. Elle n'a pas son mot à dire et ne veut que son plaisir. Il ne veut pas qu'elle soit blessée par les plusieurs épouses qu'il a. Malgré le fait qu'elle insiste sur le fait qu'elle ne peut pas être blessée. Elle demande s'il veut plutôt plus de robots. Mais elle insiste sur le fait que Brian n'aimerait pas ça. Il se fiche de Brian. Le lendemain, Amagi lui fait un point sur leurs dettes. Combien ils ont payé et comment leur taux d'intérêt diminue parce qu'ils ont beaucoup payé. Il est satisfait de sa réalité actuelle, mais il est toujours préoccupé. Son intention n'est pas d'être un bon seigneur, mais un seigneur maléfique. Malheureusement, il doit être conscient de la ville pour pouvoir obtenir suffisamment d'argent pour payer ses dettes. Amagi lui demande ce qu'il souhaite en tant que seigneur maléfique et il révèle qu'il souhaite augmenter les impôts et siphonner la vie de tous les citoyens. Pour elle, ce n'est pas une bonne idée. Faire ça ne ferait que réduire leur économie et ils manqueraient d'argent en circulation pour rembourser leurs dettes. Il admet qu'elle a raison, mais sa réponse est mature et il s'en fiche. Il pense cependant à combien sa vie est satisfaisante maintenant et à quel point elle est assez cotée, alors il accepte de vivre ainsi pendant un moment jusqu'à ce qu'il rembourse ses dettes. Il a fait produire par Amagi plusieurs robots qui travaillent comme domestiques. 3 de ces robots se plaignent qu'il n'y a littéralement personne au château pour eux à faire, d'où le fait qu'elle continue à nettoyer des endroits inutiles. L'une d'elles dit qu'elle change de coiffure pour celle de sa collègue et elle est choquée que Liam l'ait reconnue et différenciée. Malgré le fait qu'elles aient le même corps. Elle chérit la vidéo où Liam l'a reconnue et affirme qu'elle l'a gardée. Les autres prévoient de faire la même chose, mais Amagi vient les avertir. Elle supprime la vidéo en leur rappelant que les robots sont illégaux et que si elle continue à essayer d'attirer l'attention de Liam et de se rapprocher de lui, cela affectera sa réputation. L'un d'eux lui demande si le fait d'être proche de lui n'affectera pas sa réputation. Elle admet que cela a le même effet, mais dit qu'elle n'a pas le choix. Parce que c'est ce que Liam veut. En partant, il se demande si elle veut juste le monopoliser pour elle toute seule. Soudain, Brian arrive avec de mauvaises nouvelles. Il annonce que Goz a déclaré la guerre contre leur ville. Il appelle les conseillers pour qu'ils puissent discuter d'une contre-mesure. Ils lui disent ce que demande Goz, beaucoup d'argent, des hommes séduisants, et de belles femmes, que s'il leur donne tout ça, il les quittera. Il s'inquiète. Brian suppose qu'il s'inquiète parce qu'il aime la ville, mais il s'inquiète parce que Goz semble être le seigneur maléfique qu'il aspire à devenir. Il compare son armement à celui de Goz, et il semble plus faible. Il pourrait se battre. En y réfléchissant, la récompense sur la tête de Goz ne vaut pas le stress. Alors qu'il parle, le temps se fige soudainement, et le guide lui rend visite. Le guide s'est rendu compte qu'il essaie de changer d'avis concernant le combat. Alors il vient le convaincre de se battre, lui disant que le pirate de Goz a beaucoup de trésors, et combattre Goz lui apportera à la fois de l'argent et du prestige. Liam suppose que le guide a ses meilleurs intérêts à cœur. Alors après le départ du guide, il annonce qu'ils vont se battre. Cela choque ses conseillers. Quelle sera la fin de cette grande guerre? Le guide, encore une fois, comme n'importe quel autre jour, erre à la recherche du négatif, des émotions qui se libèrent dans le quotidien de chacun. Aujourd'hui, il visite une boulangerie très fréquentée où le croissant papaye mangue en édition limitée est vendu. Une fille dans la file d'attente a hâte d'être à son tour, mais tous ceux devant elle n'achètent que le croissant papaye mangue, la laissant frustrée, pensant que le produit va bientôt manquer. Dans sa tête, elle supplie les personnes devant elle de lui laisser au moins un croissant. Mais comme ils continuent à en acheter 2, 4, 6 pour eux-mêmes, elle perd espoir et éclate en sanglots. Avec une seule personne devant elle et 2 croissants restants, elle espère que cette personne se contentera d'en acheter un seul. Mais à sa grande surprise, cette personne achète les 2 croissants, brisant son rêve de savourer un bon repas délicieux dans l'après-midi. Alors qu'elle s'éloigne, pleine de regrets, d'incrédulité et de déception, le guide avale volontiers ses émotions négatives, les qualifiant de savoureuses. Juste au moment où la fille s'apprête à partir, c'est alors que le boulanger de la boutique annonce qu'ils viennent de cuire plus de croissants pour leurs clients. Alors elle se retourne, libérant des émotions positives et irritant le guide.
Qui ne s'attendait pas à un tel retournement de situation. Il abandonne cette collation et décide d'aller au plat principal, espérant un Liam en ruine. Pendant ce temps, Brian passe un appel avec Amagi et panique après avoir appris que les pirates de l'espace sont venus envahir leur planète. Amagi dit à Brian d'arrêter de réagir comme s'il avait déjà perdu et lui assure que Liam a fait le bon choix en choisissant de se battre. Selon elle, il n'y a que 3,8% de chances que Liam gagne, mais elle préfère que Liam prenne cette chance plutôt que de se rendre aux conditions de Goz, car à en juger par le passé de Goz, s'il prend le dessus, il anéantira définitivement la planète de Liam. Donc, une chance de 3,8% est évidemment meilleure qu'une chance de 0%. Brian comprend, mais il ne pense toujours pas que Liam pourra gagner. Commentant que si seulement Liam était né il y a 100 ans, il aurait eu une bien meilleure chance de vaincre ses ennemis. Pendant ce temps, Liam est convaincu qu'il va gagner, car il pense que le guide est à ses côtés. Il imagine toutes les richesses qu'il obtiendra en gagnant cette guerre et est rempli de émotions positives, que le guide, qui le regarde de loin, méprise vraiment. À ce stade, le guide souhaite que Liam soit capturé par les pirates et transformé en jouet personnel de Goz, car ainsi, lorsque Liam sera torturé chaque jour, le guide pourra récolter toutes les émotions négatives dont il aurait besoin. Selon les renseignements du guide, l'équipement de la flotte de Goz est aussi performant que les armées impériales, et il est donc convaincu que Liam va perdre ici. Il rejette la faute sur Liam, disant que c'est la faute de Liam, de lui avoir fait confiance à un type comme lui. Le guide se moque de Liam, le traitant d'imbécile pour être aussi naïf que dans sa vie passée. Le guide prédit que lorsque Goz capturera Liam et le torturera, c'est idiot. Sa gratitude envers le guide se transformera en haine. Son sourire se tordra en mépris, et son esprit se brisera enfin. De cette façon, le guide pourra enfin se régaler de la souffrance de Liam. Dans tous les cas, le guide ne peut plus attendre cela. Cette délicatesse savoureuse qu'il va se faire servir sur un plateau d'argent. Le guide s'en va, et la scène revient sur le champ de bataille où se trouve Goz. Il déclare que quiconque capturera Liam vivant sera récompensé du double de la prime, et exprime combien il est impatient de transformer Liam en son dernier jouet. L'assistant de Goz demande s'il a pris goût au garçon, mais Goz explique que il cherche juste un nouveau divertissement, révélant qu'il a l'intention pour tourmenter le peuple de Liam et le transformer en monstre une fois la guerre terminée. Pendant ce temps, les subordonnés de Liam, qui au début étaient sceptiques face à ses manières, ont finalement commencé à réaliser que leur jeune seigneur ne plaisante pas, et possède en réalité des compétences politiques impressionnantes. Sans parler de ses talents avec une épée. Liam apprend la prime placée sur sa tête et devient impatient de s'emparer du trésor du pirate, espérant qu'ils l'approcheront. Mais même après 3 longues et ennuyeuses journées, rien de significatif ne se passe, sauf à la ligne de front, où, selon le second commandant, l'armée de Liam est en difficulté en raison du nombre écrasant de pirates qui luttent contre eux. Liam s'ennuie trop pour jouer aux échecs ou aux dames, et veut juste se précipiter sur le champ de bataille. Mais avant qu'il puisse donner des ordres, son dispositif de communication est compromis, rendant impossible le contact avec sa flotte. À ce moment-là, un grand nombre de navires pirates apparaissent au-dessus du navire de Liam. Et tandis que tout le monde commence à paniquer, Liam reste calme, appelant l'ennemi. Des plans stupides pour diviser leurs forces. Envoyer seulement 500 navires pour les appréhender. Amagi comprend l'objectif de l'ennemi, qui est de briser la formation de l'armée de Liam. Et de créer une véritable ouverture pour attaquer, rendant clair que ces 500 navires envoyés par Go ne sont que des pions jetables. Le subordonné de Liam rapporte que les 500 navires qui les attaquent ne sont pas des pirates, mais des soldats qui ont été forcés de se rendre à Go après leur défaite. Bien qu'il soit compréhensible que les soldats de l'Empire changent de camp et pour survivre, ils doivent coopérer avec les pirates, mais Amagi ne pense toujours pas que ce soit une bonne idée de leur accorder la moindre clémence, car ils ne peuvent plus leur faire confiance. Liam reste hésitant, mais il prend quand même l'initiative et détruit les 500 navires. Lorsque Go apprend la nouvelle, il est impressionné, mais il se concentre sur le léger désordre créé dans la flotte de Liam et profite de cette opportunité pour charger directement avec toute la force. Alors qu'ils avancent, la flotte de Liam commence à battre en retraite, en maintenant la même distance. Et Go, pensant que Liam a peur, ordonne à sa flotte de continuer à avancer quand soudain les navires en première ligne explosent, révélant que tout l'espace avait été rempli de mines, cachées grâce à la magie.
Go n'en revient pas d'avoir été dupé par un truc aussi basique, mais malgré tout, il a encore l'avantage numérique, alors il ordonne à sa flotte de continuer à charger à travers les mines. Liam apprend cela ainsi que le fait que les lignes de front de la flotte de Go sont composées uniquement de soldats de l'Empire, ce qui signifie que seuls les pions jetables sont sacrifiés, pas les vrais pirates. Avec les pirates qui se rapprochent, les subordonnés de Liam se concentrent sur la protection du navire de Liam, avec tout ce qu'ils ont, se mettant en danger pour protéger leur seigneur. Mais Liam ne veut pas ça. Il ne veut pas qu'une seule personne sous son commandement soit blessée, et après avoir fait cela, clair à tout le monde, il déclare qu'il va écraser tous les ennemis ici même. Promettant que, tant qu'il respire, il ne laissera pas un seul navire entrer sur sa planète. Décidant de monter dans son Mobile Knight, il promeut Amagi au poste de second. Amagi, avec des simulations rapides de stratégie de bataille, se prépare à prendre le contrôle de la guerre, et ainsi Liam lui laisse le reste, tandis qu'elle lui souhaite bonne chance. Il ne peut pas abandonner, pas à ce stade, puisqu'il a décidé de mener lui-même la bataille. Il monte à bord de son navire pour aller combattre. Amagi prend le commandement du navire pirate parce que il lui a donné pour instruction de le lancer. Elle dit aux chevaliers qu'ils devraient lancer les navires restants, mais ils sont sceptiques à l'idée de l'obéir. Pourquoi devraient-ils laisser un robot les contrôler alors qu'ils sont humains? Elle essaie de leur expliquer que Liam est déterminé à aller au front. Cela ne leur laisse d'autre choix que de le protéger. S'ils ne lancent pas et ne le soutiennent pas, il sera seul là-bas et sera tué. Elle leur dit que sa loyauté n'est pas envers le royaume ni envers les gens qui l'habitent. Sa loyauté est uniquement envers Liam, et elle fera tout pour le protéger. Entendre cela fait changer d'avis les chevaliers parce que ils ne peuvent pas imaginer qu'une poupée a plus de loyauté qu'eux. Ils jurent de protéger Liam de leur vie et prennent le contrôle de tous les pirates pour pouvoir se battre. Amagi lance le navire de Liam nommé Avid. Liam vole avec toute l'assurance qu'il avait reçue du guide que le combat était réglé et qu'il n'aurait aucun problème. Il entre dans le warp espérant surprendre Go et ses pirates. Cependant, dès qu'il entre dans la distorsion, ils reçoivent immédiatement une notification qu'on l'a pénétré, et il se prépare aussi au combat. Il pénètre au milieu de leur vaisseau et sort ses armes, de son épée à son fusil en passant par son pistolet. Il est sûr de ne pas perdre le combat. Alors qu'il se bat pour sa vie, les soldats derrière lui la protègent aussi de la leur. Il suppose que la guerre sera une promenade de santé. Mais cela se terminera-t-il vraiment ainsi pour lui? Je ne peux m'empêcher d'imaginer la manière traumatisante dont Go le traiterait s'il était capturé. Malheureusement pour Liam, toutes les balles de son arme sont épuisées. Il est choqué parce qu'il n'avait pas prévu cela lorsqu'il est sorti fièrement. Mais il savait qu'il n'y avait aucune chance que ces balles tuent plus de 30 000 flottes. Il tente de se retirer pour résoudre cela, mais soudain il est touché. Il se rend compte que quelqu'un s'est approché de lui. Et en effet, c'est un des ennemis. Il est content qu'au moins quelqu'un de fort soit venu là pour l'affronter. Il sort son épée et commence à se battre. Lorsqu'il attaque, le chevalier se rend compte qu'il n'est pas faible. Il dit que l'escrime de Liam est assez forte et demande dans quelle académie il a appris. Liam annonce fièrement qu'il a appris à la voie de la chair. Le chevalier insiste sur le fait qu'il n'a jamais entendu parler de cette technique, ce qui met Liam en colère. Comment oses-tu ne pas connaître mon patron? Il affirme que c'est la meilleure technique et dit que le chevalier n'est pas cultivé. Cependant, le chevalier insiste sur le fait qu'il a combattu plusieurs personnes qui ont appris dans les meilleures académies. Et s'il ne connaît pas la voie de la chair, alors cela doit être le destin. Pour montrer la supériorité de la voie de la chair et sa détermination. À la faire connaître, Liam frappe le chevalier et le chevalier meurt. Après avoir tué joyeusement l'homme, il a un changement de cœur. Il aurait mieux valu qu'il laisse l'homme survivre. De cette façon, l'homme pourrait répandre l'évangile de la voie de la chair et tout le monde saurait à quel point il est fort. Il décide finalement de laisser en vie quelques épéistes compétents, les laissant survivre dans des situations proches de la mort afin qu'ils puissent proclamer son nom à travers le monde. Voyons si cela fonctionnera pour lui. Goz et ses pirates ne croient toujours pas qu'il est fort. Ils se demandent comment un noble pauvre comme lui peut avoir les compétences et l'argent pour acheter autant de munitions pour les attaquer. Il continue à l'appeler pauvre, et cela le met en colère. Il crie qu'ils doivent arrêter de l'appeler pauvre parce que s'il continue, il aura encore plus envie de les tuer. Il utilise plusieurs fois la voie de la chair pour trancher tous les chevaliers et survivre. Soudain, il reçoit une notification du côté gauche de son vaisseau. Cette partie a été détruite. Il se rend compte que son vaisseau n'est pas assez solide pour la voie de la chair. Ce n'est pas sa priorité pour le moment, alors il continue son combat. Un de ses ennemis vient aussi attaquer Avid, et il riposte. Soudain, il commence à perdre le combat. Les ennemis sont trop nombreux, et comme il est
Un guerrier solitaire, il lui est impossible de tenir le rythme. Ses chevaliers dans le vaisseau ont aussi peur de ne plus pouvoir résister. Pour aggraver les choses, Amagi leur annonce que leur taux de réussite est maintenant tombé à 1,2% contre 3,8%. Heureusement, Liam aperçoit un nouveau vaisseau spatial arrivant pour combattre à sa place. La pilote dans le vaisseau spatial est Christina, qui revient de son voyage. Plus grande, meilleure et plus forte. Amagi commence également à élaborer des plans pour s'assurer qu'il gagne la bataille. Elle contacte à la fois la 3e et la 7e armée des armes. Pour acheter plus d'armes afin qu'ils puissent survivre. Pendant ce temps, la bataille devient plus légère avec la présence de Christina. Elle combat Ghost et ses armées. Je ne l'appellerai pas simplement un combat. C'est un combat de vengeance pour elle, compte tenu de tout ce qu'ils lui ont fait. Elle regarde et prétend qu'elle ne veut pas les tuer, mais les détruire. Elle aide Liam dans sa guerre, mais Liam n'est pas satisfait. Il est le seigneur maléfique, et il devrait être le plus fort partout où il se trouve. Il n'aime pas l'idée que quelqu'un d'autre prenne sa gloire. Il s'équipe immédiatement d'une nouvelle armure. Il prend une armure avec un coup de poing et utilise le coup de poing fusée pour pénétrer dans la région de Ghost. Tout le monde le regarde avec surprise. Christina le regarde avec admiration et s'exclame qu'il est merveilleux. Je partage le même sentiment qu'elle. Il est vraiment merveilleux. Goras tremble dans son vaisseau. Il n'arrive pas à croire qu'un seul seigneur de guerre ait détruit toute sa flotte. Amagi annonce dans leur vaisseau spatial que leur taux de réussite a augmenté à 83% parce que Liam a percé le vaisseau. Cela signifie-t-il qu'il va gagner le combat?